Voilà. Euh, donc, bienvenue à vous tous. Je vais tâcher de donner quelques éclairages sur le chamanisme, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le chamanisme est souvent vu sous un jour qui est un peu galvaudé par les effets de mode, par le folklorisme, par plein d'images un peu tronquées qu'on peut avoir du chamanisme. C'est souvent c'est souvent très réduit en fait. Voilà, on- les gens ont souvent une connaissance très très limitée du chamanisme. Alors déjà, je vais revenir sur l'origine du terme chaman, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui pour parler de l'ensemble des pratiques des peuples premiers, des pratiques en lien avec le monde de l'esprit. Donc c'est alors, il y a une nouvelle personne qui arrive. Hop, voilà. C'est un terme dont l'origine, les premières origines écrites remontent au VIe siècle. Et c'est un terme qui vient du Tunguns, qui est un peuple de l'Altaï en Sibérie et en Mongolie. Et ce terme, à la base, il était utilisé pour parler, en fait, dans le terme Sam, en fait, c'est la racine Sam qu'il y a dans chaman. Et dans ce terme-là, ça sous-entend un mouvement, et notamment un mouvement des membres inférieurs du corps, des jambes notamment, et un petit peu des bras. Et ça faisait souvent référence aux sortes de danses que pratiquaient les chamans de ces régions-là. Ça a été un peu plus popularisé à partir ça a commencé à s'étendre en fait vers le 12e, 13e siècle, notamment avec la venue de clercs chrétiens venus apporter la bonne parole chrétienne en Sibérie et qui ont commencé à eux aussi à utiliser un peu plus ce terme Sam pour parler de ces peuples-là, tous ces peuples qui croisaient en Sibérie, en Mongolie, jusqu'aux limites de la Chine, de l'Inde, etc. Et puis, ça s'est répandu encore plus entre le 18e, 19e et 20e siècle, et notamment avec Mircea Eliade, pour ceux qui connaissent, qui est un docteur des religions, un philosophe qui est allé beaucoup étudier, qui a vécu auprès de beaucoup de peuples premiers, particulièrement ceux de Sibérie et de Mongolie. Et lui, il a vraiment participé à populariser ce mot chaman issu donc de cette racine Sam. Mircea Eliade, lui, il a vécu au début, enfin dans une grande partie en fait du XXe siècle. Je crois qu'il est mort en 1986 et il est né, je crois, tout début, voilà, vers 1900. Il était originaire d'Europe de l'Est. Alors, je crois que c'est en Tchécoslovaquie à l'époque, et je ne suis pas complètement sûre à vérifier. Euh, Dans cette racine Sam, alors il y a beaucoup de controverses en fait autour de la racine Sam parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il y a eu aussi une influence de l'Inde et notamment du bouddhisme chez ces peuples-là et que en sanskrit la racine Sam veut dire celui qui sait. Il y a une notion aussi d'ascète. En fait, c'était celui qui était capable de rester longtemps immobile, à méditer et à jeûner. Voilà. Euh, Après, moi, le chaman mongol auprès duquel je m'initie depuis 2 ans, lui, il explique que ça vient aussi de Samlag. Et Samlag en mongol, c'est le peigne. Et en fait, ça fait référence aux marques de griffure qu'avaient autrefois les chamans dans ces régions-là sur leur visage. Parce que quand ils prononçaient leur serment, ils se griffaient aussi le visage pour montrer qu'ils s'engageaient de tout leur corps.
Voilà, mais d'une manière générale, on l'attribue quand même beaucoup au Tungun. Il y a beaucoup cette notion de bouger les membres postérieurs du corps. Donc ce terme chaman, il a donné le mot donc chaman et il va regrouper dans le chamanisme, on va retrouver à travers ce terme-là toutes les pratiques de ces peuples à travers le monde et toutes leurs pratiques en lien donc avec comment se soigner, comment être en lien avec la nature autour de nous et notamment avec le monde de l'esprit, comment faire pour aller chercher les ressources dont on a besoin quand on a une maladie, quand il y a un souci, une problématique relationnelle au sein du clan. Euh, le chamanisme, c'est vraiment la manière qu'ont les peuples, qu'ont les humains de se relier à la nature, à l'invisible et au grand tout. C'est une façon de conserver donc l'harmonie et c'est aussi une façon pour eux de vivre et de survivre dans leur environnement puisque c'est en rentrant en lien aussi avec ce monde de l'esprit qu'ils vont savoir ou installer leur camp, par exemple, pour les peuples nomades, comme on en trouve en Mongolie, en Sibérie, mais aussi ou chasser pour les peuples qui sont ailleurs, qui sont des peuples plus sédentaires, comme les peuples qu'on retrouve en Amazonie, par exemple, ou à d'autres endroits. Donc, ou chasser, ou planter, quand récolter, quel animal aussi on peut chasser, comment on va le chasser, etc. Donc, c'est en rentrant en lien avec le monde de l'esprit, par le biais du chaman, qu'on va avoir accès à toutes ces informations-là. Donc, c'est donc une façon d'être en lien avec le visible, mais aussi avec le vivant, pour vraiment pouvoir être dans le respect, être à la bonne place. En Mongolie, par exemple, quand ils vont installer leur campement, les nomades à un endroit, bah, d'abord, ils vont demander l'autorisation du lieu, ils vont vérifier que c'est OK de pouvoir poser leur installation à cet endroit-là pendant quelques mois. Il y a toujours une offrande qui est faite, il y a des remerciements qui sont faits. Enfin, voilà, on vient pas s'installer parce qu'on a envie de s'installer là, que le coin, on le trouve joli. Il faut vraiment sentir qu'on y est autorisé et qu'il est adapté aussi au clan et puis aux animaux qui sont élevés. Chez les Mongols, c'est surtout des rennes et des chevaux, un peu de chameaux, de dromadaires aussi. Euh, quand on parle du monde de l'invisible aussi dans le chamanisme, c'est à la fois des entités qu'on peut rencontrer, des ancêtres, des êtres ascensionnés aussi. Mais ça fait aussi référence à cette intelligence qui est créatrice, qui est créatrice de la vie, qui est la source en fait qui anime toute vie. Et en fait, on pourrait comparer l'esprit d'un arbre. Si je prends l'exemple d'un arbre, hein, quand on parle de l'esprit de l'arbre, mais ça peut être l'esprit d'une rivière, l'esprit d'une montagne, etc. On pourrait comparer l'esprit d'un arbre à un champ vibratoire qui porte toutes les qualités énergétiques de l'arbre qui ne sont pas cristallisées dans la matière. Voilà ce que c'est en fait le monde de l'invisible. Donc c'est assez large. Euh, dans notre culture occidentale, donc on a une vision très folklorique du monde chamanique, liée aussi à des personnes qui n'amènent pas forcément une bonne image parce qu'elles ont effectivement une pratique folklorique. Mais chez ces peuples-là, il n'y a pas du tout de folklore, bien au contraire, rien n'est laissé au hasard. Ça, je vous expliquerai au fur et à mesure, mais tout est extrêmement réfléchi, tout est extrêmement conscientisé. Et les chamans et les peuples premiers d'une manière générale sont très pragmatiques, ne serait-ce déjà que parce qu'ils vivent dans un environnement qui les oblige à être dans le concret. Donc rien n'est laissé à la légère. Il y a aussi un effet de mode, hein, notamment aujourd'hui avec l'ayahuasca, c'est devenu une mode d'aller prendre des plantes à vision. Donc il y a beaucoup de gens qui vont là-bas en espérant faire un bon trip. Euh, bah, le souci, c'est que l'ayahuasca étant une plante sacrée, c'est pas une plante qu'on va prendre pour s'amuser, pour faire un bon trip, parce que sinon
Elle va nous le faire payer, entre guillemets, derrière. On doit respecter. Euh, il y a aussi, à travers cet effet de consommation, une perte du sacré aussi qui en découle. Alors, il y a lié à l'ayahuasca, mais aujourd'hui aussi, par exemple, depuis qu'il y a eu le film sur l'histoire de Corinne Sombrin, Un monde plus grand, il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent aller en Mongolie en espérant avoir la révélation qu'ils sont chamans. Et aujourd'hui, il y en a plein qui se, qui se prennent pour des loups, puisque c'est ce qu'a vécu Corinne Sombrin, parce qu'elle, elle s'est pas prise pour un loup, elle a été incorporée par l'esprit d'un loup pendant une cérémonie, elle s'y attendait pas, elle était là pour capter le son, elle travaillait pour la BBC. Et c'est vrai qu'on observe ça, moi j'observe quand j'anime des cercles de tambour, ou je fais d'autres interventions parfois sur des salons ou dans des festivals. Je vais toujours avoir quelques personnes qui vont se mettre à faire des bruits de loup ou d'autres animaux, mais c'est souvent le loup. Voilà, ça n'existait pas avant qu'il y ait le film. Voilà, donc ça fait partie de l'effet de mode qui peut créer un effet un peu hystérique aussi. Et puis parce que maintenant, tout le monde veut être chaman. Alors ça, j'expliquerai aussi ce que ça implique tout à l'heure. Donc après, peut-être que tout le monde n'aura pas envie d'être chaman. Mais voilà, il y a une responsabilité à prendre avec. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc je les accueille au fur et à mesure. Euh, voilà, il y a aussi la chrétienté qui diabolise beaucoup aussi le chamanisme, mais chose que l'on voit en fait dès qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on ne comprend pas, bien souvent c'est comme ça que ça se passe, on va diaboliser avant de chercher à comprendre et savoir vraiment pourquoi ces peuples font ça, qu'est-ce qu'ils vivent à travers ça. Alors, du chamanisme, forcément, découle une vision chamanique. Et cette vision chamanique, c'est une vision systémique. C'est-à-dire que chaque chose a sa place et tous ces éléments mis ensemble forment un système et que chaque élément de ce système agit l'un sur l'autre. Chaque élément influence et chaque élément peut aussi entraver. C'est vraiment la vision systémique la plus ancienne qui soit. Aujourd'hui, on la retrouve dans les thérapies systémiques notamment, mais aussi dans les constellations familiales, systémiques, etc. D'ailleurs, Bert Hellinger, le créateur des constellations familiales, il a ramené ça en fait d'observations qu'il a pu faire auprès de peuples, voilà, de peuples africains en Afrique du Sud, qui avaient ce lien-là au travail systémique. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le psychodrame. En fait, c'est vraiment des pratiques qui sont beaucoup utilisées en psychothérapie et on est juste allé emprunter à ces peuples-là, mais comme l'a fait Carl Gustav Jung aussi en son temps, il est allé voir aussi comment ça se passait chez de nombreux peuples et il a construit sa propre vision à travers ça. Et donc, dans cette vision systémique, chamanique, ben, s'il y a une disharmonie à un endroit, c'est qu'il manque une ressource. Et donc, ça va être le rôle du chaman d'aller chercher la ressource pour pouvoir régler cette disharmonie. Et bien souvent, dans cette vision chamanique, la personne, elle va pas forcément être toute seule. On va amener, il va y avoir ou l'ensemble du clan, ou la famille, ou le couple, ou les parents. En tout cas, il va y avoir tout un ensemble d'éléments qui seront là parce que si une personne porte un symptôme, tout le monde, en fait, participe à ce symptôme. Nous, en Occident, on a tendance à regarder le symptôme. Eux, ils vont prendre de la hauteur, un regard plus élargi et travailler sur l'ensemble des éléments du système. Donc, voilà pour la vision chamanique. Euh, alors, qu'est-ce qu'un chaman, du coup? Voilà. Alors, le chaman, dans beaucoup de traditions, il devient chaman parce que c'est dans sa lignée. Souvent, ça va être l'aîné de la famille qui va hériter de ce don-là, mais pas toujours. Après, il y a d'autres traditions, ou même dans les traditions, c'est dans la lignée, ça arrive aussi qu'il y en ait qui deviennent chamans
euh, parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle une maladie initiatique, donc souvent une maladie grave qui les a emmenés aux portes de la mort et dont ils ont réussi à revenir. Et souvent, ils reviennent avec un changement profond en eux. C'est aussi parfois des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente et pareil, qui reviennent avec une compréhension vraiment différente du monde dans lequel on est, de la vie, et qui éventuellement ont reçu des enseignements pendant cet épisode de mort imminente. Ça peut être des personnes aussi qui ont traversé beaucoup de deuil et qui s'en sont remises. Et puis, des personnes qui ont su traverser aussi leur traumatisme et, euh, et être résilients par rapport à ces traumatismes et qui, à travers ça, ont aussi développé une compréhension du monde et de l'autre peut-être plus aiguisée, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr qu'une fois qu'on sait qu'on est amené à être chaman ou qu'on sent l'appel en soi, il y a un travail profond et long derrière. Dans la plupart des traditions, c'est le grand minimum 5 ans. Ça va jusqu'à plus de 18 ans. Par exemple, chez les Arwakos, chez les Kogis, eux, c'est déjà à la naissance, à travers le thème astral, ils savent qui va être amené à être chaman. Et les enfants vont être maintenus dans le noir jusqu'à leur majorité. Enfin, la majorité, enfin, ce qui est la majorité pour nous en tout cas, jusqu'à 18 ans à peu près. Et donc, ils vivent la nuit et la journée, ils dorment dans les cases, dans leur maison, pour rester dans le noir afin de développer certains dons, certaines compétences pour que les autres sens soient plus affinés. En tout cas, chez la plupart de ces peuples, il y a tout un chemin qui est long. Voilà, cet été, on a eu la chance et le plaisir de recevoir Pio, qui est un jeune chaman Shipibo, donc c'est un peuple du Pérou, de l'Amazonie péruvienne, et qui nous expliquait, donc là, il avait 24 ans quand il est venu cet été, qu'à l'âge de 11 ans, il a décidé de devenir chaman, donc lui, ses deux parents le sont. Et alors, c'est pas l'enfant aîné, lui. Il a d'autres frères et sœurs avant lui, mais lui, il a décidé voilà, c'était sa voie, qu'il voulait devenir chaman. Et de 11 ans à 23 ans, eh bien, il a passé de longs moments seul dans la forêt à diéter les plantes pour qu'elles l'enseignent, à apprendre à être dans cette solitude pour développer d'autres compétences, pour entendre aussi tous les enseignements que les plantes qu'il diétait avaient à lui offrir, pour aussi s'épurer à travers ça, hein, lâcher ses croyances, ses représentations. Voilà. Donc, c'est un long chemin et comme il dit, il est tout jeune chaman, il est juste débutant pour lui. Alors que ça fait donc, 13 ans, voilà, qu'il suit ce chemin et puis qu'il est tombé aussi dans la marmite quand même quand il était petit parce qu'il a quand même suivi ses parents dans les cérémonies et qu'il continue de les accompagner, que ses parents sont deux chamans très reconnus dans leur pays et puis même ailleurs. Donc voilà, donc il y a vraiment un long travail. Le chaman mongol avec lequel je m'initie, Batou, il disait ça lui a pris 7 ans d'apprentissage et qu'aujourd'hui, 20 ans après, il continuait d'apprendre. Il continuait d'apprendre, il continuait de grandir, qu'il était encore un jeune chaman. Donc c'est un long chemin. Donc le chaman, il a cette capacité à être en lien avec l'invisible, il est capable de le comprendre, il est capable de communiquer avec, de collaborer avec, de voir aussi où sont les dangers, parce que c'est bien d'aller dans le monde de l'invisible, mais c'est pas le monde des bisounours, donc il y a aussi des choses très sombres dans ce monde-là, et que parfois le chaman, eh ben, c'est dans ces endroits-là qu'il doit aller pour pouvoir amener les ressources, ou en tout cas les choses nécessaires pour soigner les personnes qu'il va accompagner. Euh, voilà, donc il doit pouvoir collaborer avec et puis être capable de ruser aussi avec ce monde et tout ce que ça comprend. Donc il faut aussi qu'il se montre très malin et très adroit et très intelligent. Le chaman, c'est aussi un être qui accomplit sa mission de vie, son chemin de vie. Ça, c'est quelque chose d'important chez les personnes, dans les habitants enfin, de tous ces peuples-là. C'est vraiment de suivre son chemin de vie. C'est vraiment notre raison d'être, c'est la raison de notre âme, c'est accomplir ce pourquoi elle est là.
Et donc, pour pouvoir être sur son chemin de vie, il faut être conscient de son chemin de vie, être conscient de la façon dont on le nourrit, être conscient de ce que l'on y fait et de ce que l'on n'y fait pas. C'est être conscient aussi des autres petits chemins de vie. Il y a notre chemin de vie général hein, qui nous porte tout au long de notre vie, mais il y a aussi d'autres chemins de vie. On a un chemin de vie en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant d'une lignée, en tant que parent, en tant que professionnel dans un certain métier, en tant que mari, femme, etc. Si on est passionné par quelque chose, si on fait un sport, etc. Donc, en fait, on a plein de chemins de vie secondaires qui sont là aussi. Et c'est être conscient aussi de ceux qui sont utiles, ceux qui ne le sont pas. Voilà, est-ce que vraiment il y a des chemins de vie qui sont vraiment des chemins de vie finalement, qui viennent nourrir mon grand chemin de vie, en fait, mon projet d'âme en s'incarnant. Et quand il y en a que j'ai arrêté, si par exemple j'ai divorcé, j'ai quitté un métier, j'ai arrêté une passion, etc., ou j'ai changé de pays aussi, parce qu'on a un chemin de vie aussi en tant qu'habitant d'un pays. Qu'est-ce qui fait que je l'ai arrêté? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que j'ai conclu correctement? Voilà, est-ce que j'ai arrêté correctement ce chemin de vie ou est-ce qu'il y aurait eu besoin encore d'autre chose? Voilà, donc c'est apprendre à être conscient de tout ça et à travers ce chemin de vie, être conscient des valeurs que l'on porte et de comment aussi on contribue à plus grand que nous. Ça, le chaman, voilà, il a vraiment conscience de ses valeurs et il a vraiment conscience de contribuer à un projet qui est plus grand que lui seul et que juste sa famille ou juste son clan aussi. Et ça, on le voit beaucoup aujourd'hui, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais de la volonté des chamans aussi, pas forcément tous les chamans partout, mais de différents chamans à travers le monde, d'ouvrir aussi les consciences des Occidentaux pour qu'on devienne plus responsable. Voilà, donc le chaman, il est donc aussi profondément responsable. C'est quelqu'un aussi, et ça c'est vraiment la base dans le chamanisme et qu'on retrouve aussi dans les religions, c'est-à-dire que la base de tout, c'est l'amour. L'amour dans ce qu'il a de plus universel et que le chemin du chaman, c'est vraiment de s'épurer le plus possible, d'être dans la plus grande humilité possible. Donc c'est tout un travail qu'il fait tout au long de sa vie pour vraiment être dans un amour le plus pur et le plus inconditionnel possible. Et donc à travers ça aussi d'être dans le non-jugement, évidemment. Donc le chaman, donc, il accomplit son chemin de vie, il connaît la valeur et il respecte et contribue à tout ça. Euh, Évidemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance aussi, qui travaille à ça aussi. Donc, de la puissance, pas dans le sens où il a des gros biscottos et qu'il est musclé, alors, il y en a peut-être qui le sont aussi, mais qu'il a une puissance spirituelle, une puissance de cœur, une puissance d'ancrage profonde. C'est quelqu'un qui habite profondément son corps, qui est pleinement incarné. Euh, Ils ont les pieds extrêmement sur terre, les chamans. Voilà, ce qui leur permet d'avoir cette ouverture aussi beaucoup plus grande. Mais ça part d'abord de là, on est des êtres incarnés et tout commence par notre incarnation d'abord. Et parce qu'ils sont très incarnés, ils ont cette capacité à développer d'autres champs et à s'ouvrir voilà, à ce monde beaucoup plus grand que nous. Donc, grande puissance physique dans le sens de cet ancrage, de cet enracinement, grande puissance mentale aussi. Ils sont complètement au clair avec leurs pensées, ou en tout cas, ils apprennent à la maîtriser au maximum. On a à peu près 70 000 pensées par jour. Sur les 70 000, il y en a peut-être 5 000 qui sont réellement efficaces et utiles à notre vie. Donc, eux, ils apprennent à trier tout ça. Bon, ils n'en ont peut-être pas autant que nous parce qu'ils ne vivent pas dans les mêmes conditions de vie que nous et dans la même culture. Donc, voilà, ils ne sont pas forcément autant parasités qu'on peut l'être parfois. Et puis parce qu'ils ont des conditionnements qui sont différents aussi, ce n'est pas les mêmes vies, donc ce n'est pas les mêmes conditionnements non plus. Ce qui les aide des fois à être un peu plus apaisés dans leurs pensées, contrairement à ce que nous, parfois, on peut vivre. En tout cas, eux, ils savent faire le tri des pensées et nourrir celles qui vont être utiles et mettre de côté celles qui n'ont pas lieu d'être.
Voilà, donc il y a le chaman, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, qui maîtrise son chemin de vie, qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise son corps, qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise sa vie spirituelle. Voilà, il maîtrise tout, il maîtrise même la transe, puisque le chaman ne s'abandonne pas à 100% dans la transe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Puisqu'ils sont bien obligés de rester présents pour pouvoir faire le soin et que, ben, comme ils doivent aussi œuvrer face parfois à des entités assez costauds, ben, ils ont intérêt à être aussi dans la maîtrise et à pas être trop barrés dans la transe. Donc ça, c'est pour ça qu'ils travaillent énormément la technique chez les chamans mongols, ça on le voit beaucoup, et Batou, moi, m'apprend beaucoup à être dans cette maîtrise de la technique, parce qu'une fois qu'on maîtrise bien la technique, on est capable de voir à quel niveau de transe on est et être dans celle qui permet de faire le soin, d'accompagner la personne et pas celle qui nous envoie complètement ailleurs. Voilà. Et donc le chaman, à partir du moment où il s'engage en tant que chaman, il prend une responsabilité qui est très grande, puisque c'est beaucoup plus grand que lui, et c'est une responsabilité sur sa vie. À chaque fois qu'un chaman prête serment, c'est sur sa vie et il peut le payer de sa vie. C'est-à-dire que s'il ne fait pas un bon rituel, s'il ne fait pas un bon soin, s'il n'a pas fait les choses correctement avec le monde de l'esprit, il peut tomber gravement malade et il peut même mourir. Euh, Quand je suis allée l'année dernière avec mon conjoint en Amazonie, on y a passé un peu de temps là-bas et donc on a été auprès d'un chaman qui s'appelle Rossé. Et il avait un grand frère qui était destiné à être chaman, qui était préparé à ça depuis tout petit et qui a fait son premier soin en fait pour être officiellement déclaré chaman chez les Quichuas. C'est un chaman Quichua donc en Équateur. Il faut avoir réellement sauvé une personne. Et je ne sais plus quel âge il avait à peu près, entre 10 et 12 ans. Je ne sais plus exactement l'âge dont il nous avait parlé. Mais en tout cas, il se trouve que apparemment, la personne à qui il a fait le soin n'a pas respecté ce qu'il lui avait demandé de faire après. Et lui, il est mort. L'enfant est mort. Et à l'époque, la maman de Rossé était enceinte de Rossé. Et ils ont dit que c'est Rossé qui avait hérité du don de son frère et c'est lui qui est devenu chaman derrière. Voilà, avec un long travail là aussi. Mais ils expliquent que voilà, là, il a payé, cet enfant l'a payé de sa vie parce que la personne n'a pas respecté le pacte, en quelque sorte, qu'elle avait avec cet enfant-là qui l'a soigné. Parce que c'est pareil, hein, quand les chamans font des soins, le miracle, entre guillemets, ne vient que parce que la personne s'implique profondément dans le soin et qu'elle fait aussi sa part de son côté. La passivité, ça ne marche pas. Voilà. Donc, c'est important à chaque fois et ils insistent à chaque fois pour que la personne s'implique vraiment. Et s'ils sentent que la personne n'est pas impliquée, ils peuvent refuser de faire des soins il en va aussi de leur bonne santé, voire de leur vie. Donc, c'est une responsabilité sur la vie. Donc, c'est pour ça que cette mode qu'il y a aujourd'hui aussi de s'autoproclamer chaman, il faut être très, très vigilant avec ça parce que ben, si on décide qu'on est chaman, il faut prendre la responsabilité qui va avec. Vous savez, souvent je dis en rigolant, c'est comme les gens qui prennent la place des handicapés sur les parkings. Il y a un petit slogan qui dit si tu prends ma place, tu prends mon handicap. Et ben, si tu veux devenir chaman, tu prends la responsabilité avec. Donc, responsabilité sur la vie. Et donc, ça rigole pas. Parce qu'il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Et qu'il y a vraiment, le monde de l'esprit, il est très, très carré et que il y a des protocoles aussi, hein, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il y a une façon de faire avec ce monde de l'esprit. On ne peut pas se permettre de faire les choses à la légère. Et que, encore une fois, parfois, il y a des gens à qui on a dit qu'ils avaient des dons de chaman, ou des gens qui ont rêvé qu'ils avaient des ancêtres chamans, ou qui ont vu des choses qui leur fait penser qu'ils sont chamans, et hop, les gens s'autoproclament chamans. Et donc, c'est pas parce que... alors déjà, c'est pas parce qu'on a des chamans dans notre lignée qu'on va forcément être chaman. C'est pas parce qu'on rêve qu'on a des chamans dans la lignée qu'on va être chaman. Et c'est pas parce qu'on nous dit qu'on a des capacités de chaman qu'on va être chaman, parce que tout ça, après, ça nous demande un engagement et ça nous demande un vrai travail, et un long, long travail. Et beaucoup de renoncement aussi. Et qu'on va s'engager dans une voie, on ne va pas aller suivre toutes les voies à gauche, à droite. À un moment donné, on va suivre une voie et on va s'engager. Qu'au début, ben, surtout nous les Occidentaux, on ne sait pas trop est-ce que je dois aller vers tel chamanisme, tel chamanisme, tel chamanisme.
peut-être qu'au début, on a besoin un peu de connaître, mais une fois qu'on sent que là, c'est le bon endroit, il faut y aller et il faut renoncer aux autres parce qu'il va falloir vraiment s'engager pendant plusieurs années dans une tradition chamanique. On ne peut pas l'épuiser partout et dire qu'on est chaman, ça ne marche pas comme ça. Le chaman, il a aussi une hygiène de vie, hein, voilà, parce que évidemment, c'est important d'assainir l'esprit, le corps, le mental. Donc, il a des pratiques, des rituels quotidiens pour pouvoir être dans une bonne disposition pour les soins aussi. Ils peuvent aussi parfois aller s'isoler plusieurs jours, plusieurs nuits, sans boire, sans manger, voire sans dormir, hein, pour pouvoir vraiment laisser, laisser partir tout ce qui est en trop chez eux pour être le plus optimum pour des soins, des rituels qu'ils ont à faire. Voilà, surtout quand c'est des soins sur des lieux où il y a eu des choses compliquées ou des personnes qui sont très, très parasitées. Voilà, ça va leur demander beaucoup de travail sur eux en amont avant d'aller faire le soin. Donc, ils n'attaquent pas un soin à la légère. Comme ça, voilà, il va y avoir souvent un travail sur eux avant de pouvoir faire le soin. Et puis de sentir comment le monde de l'invisible, ce monde de l'esprit, est OK aussi pour les accompagner là-dedans. Parce qu'évidemment, ce n'est pas eux en tant que tels qui font le soin, ils servent de transmetteurs en quelque sorte. Mais le soin vient d'une énergie plus grande et plus forte qu'eux. Voilà, donc tout ça, c'est important, il faut être très attentif, surtout qu'aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent chamanes, qui pensent être guidées par des bons guides et qui sont en réalité, en fait, juste des entités parasites qui savent se faire passer pour un être ascensionné, par exemple, mais qui vont en fait utiliser la personne, ils vont lui donner un peu à manger elle pour qu'elle ait l'impression d'avoir du pouvoir. Et puis, eux, ils vont se nourrir d'elle et ils vont l'utiliser pour parasiter d'autres personnes et aller manger l'énergie d'autres personnes. Donc, voilà, il faut toujours être très attentif à ça. Et quitte à s'informer sur les parcours des personnes qu'on va voir. Mais c'est valable aussi dans tout le monde de l'énergétique, du magnétisme, etc. en fait. Hein. Donc, des guérisseurs, enfin, tous ces termes qu'on entend, c'est vraiment des choses à avoir en tête. Alors, pourquoi aujourd'hui on entend de plus en plus parler du chamanisme et quelles sont les attentes des chamans par rapport à nous, les petits occidentaux que nous sommes? Alors d'abord, il y a une histoire que l'on puisse retrouver notre pouvoir à nous, reprendre notre place d'être humain, de retrouver ce lien à la nature, au vivant. Et puis, surtout, c'est de rendre conscient l'inconscient et d'être bien conscient de ce que l'on fait et de comment on avance dans notre monde et être bien conscient aussi du monde dans lequel on est. Donc, les chamans, eux, ils ont vraiment un souhait aussi qu'on renoue avec nos pratiques chamaniques à nous. Il y en a beaucoup en Europe, il y en a eu beaucoup. Elles ont été, elles ont disparu à cause de alors, la religion, il y a beaucoup joué entre les guerres de religion notamment. Ensuite, il y a eu l'avènement de l'ère industrielle qui a fini par couper le lien. Et voilà, ça nous a énormément coupé. Il y a eu toute cette chasse aux sorcières hein, qui a eu lieu un peu partout d'ailleurs dans le monde, hein, pas qu'en Europe, ça a eu aussi beaucoup aux États-Unis également. Donc, on a vraiment perdu tous ces repères, on a perdu le lien avec le sacré aussi. Et alors aujourd'hui, ça commence à revenir par le biais des géobiologues, de nous emmener dans des lieux sacrés, etc., qui sont souvent des lieux qui étaient déjà des lieux autrefois utilisés par nos ancêtres. Et d'ailleurs, beaucoup d'églises aussi aujourd'hui hein, sont construites sur des lieux qui étaient des hauts lieux de rituels, de cérémonies païennes, et donc des hauts lieux énergétiques. Voilà, donc tout le monde ne peut pas être chaman, mais en fait, on a tous la possibilité de vivre des expériences chamaniques. On a tous la possibilité de les vivre, que ce soit à travers, par exemple, en allant dans certains pays avec des vrais chamans bien au fait de ce qu'ils font, vivre des expériences avec l'ayahuasca, avec le maïquat, le peyote ou certains champignons au Mexique.
Tout le monde peut vivre ce genre d'expérience, enfin tout le monde. Non, tout le monde ne peut pas vivre ce genre d'expérience avec les plantes, mais c'est ouvert en tout cas aux personnes qui se sentent appelées par ça. Je vais le dire plutôt comme ça, parce qu'il faut en avoir envie. C'est pas, c'est pas une cure de bien-être qu'on va faire quand on va prendre ces plantes-là. On n'y va pas pour le fun ou pour le trip. On y va vraiment parce qu'on a envie que quelque chose se passe en nous, quelque chose de profond se mette en mouvement en nous. On a besoin d'avoir des informations, de travailler sur soi, etc. Ce que ces plantes vont permettre de faire. Mais ça peut se vivre aussi à travers les danses, par exemple. Ça, on le retrouve beaucoup dans les peuples d'Amérique du Nord. Il y a beaucoup de danses. À travers les chants aussi, ça, on les retrouve partout, chez tous les peuples. Il y a des chants qui permettent de vivre des expériences d'état de conscience modifié. Le tambour, évidemment, qui est beaucoup utilisé chez la grande majorité des peuples. Les huttes de sudation aussi, ça, on les retrouve dans toutes les traditions, alors sous d'autres noms, hein, ça va être même les saunas des, des- des pays d'Europe du Nord, mais aussi les bains de vapeur, enfin, on les retrouve, les hammams aussi, comme il y a au Maroc. On retrouve en fait tout ce travail à travers la transpiration, l'épuration par la transpiration dans toutes les traditions et qui va utiliser en plus la plupart du temps tous les éléments, puisqu'on va avoir la chaleur, donc le feu, on va avoir donc l'eau, on va avoir l'air qui vient faire circuler aussi euh, la fumée, la vapeur, etc. Et la terre, surtout dans les huttes de sudation, on est assis à même la terre, mais dans les saunas, ça va être à travers le bois, à travers des pierres aussi qui vont être mises, des pierres de lave ou d'autres formes de pierres, à travers les boues qui peuvent être mises sur le corps, notamment je pense au sauna, au hammam marocain. Voilà, voilà, tous les éléments sont là et on est travaillé à travers les éléments. Et puis plein d'autres traditions qui existent qui permettent d'avoir accès en fait à des expériences chamaniques. Donc le but des chamans à travers ça, c'est vraiment qu'on retrouve le lien à nos traditions. Il y a une question vitale, hein, c'est parce qu'on est aussi en train de plus en plus d'abîmer notre monde, d'abîmer le sacré, et eux en font les frais. Donc c'est aussi une question de survie pour eux. Mais c'est aussi parce on est en train de vivre une nouvelle ère et qu'il y a besoin de personnes un peu plus éveillées, un peu plus responsables et conscients, enfin pas qu'un peu plus d'ailleurs, des êtres plus responsables et conscients, pour pouvoir faire face en fait à ces mouvements énergétiques assez forts qu'on est déjà amené à vivre et qu'on va être encore plus amené à vivre. Euh, Ouais, donc ça plusieurs. Alors j'avais commencé des enseignements avec un premier chaman qui s'appelle Arson, qui est le fils de grand-mère Ayangat, pour ceux qui ont entendu parler d'elle, notamment à travers Etugen, puis il y a eu un livre qu'elle a coécrit avec Arnaud Rioux. Et lui déjà nous expliquait que les choses allaient beaucoup changer. Batou, le nouveau chaman mongol avec qui je m'initie depuis 2 ans, lui aussi nous le dit, et d'autres le disent, c'est pas les seuls, hein. Il y a des vérités qui vont être révélées de plus en plus à travers de nombreux détails. Et autant il y a des gens qui sont déjà au courant de tout ça, en tout cas qui sont déjà préparés à ça et qui vont le traverser plutôt bien. Mais tous ceux qui étaient dans leur vision très étriquée, très étroite, qui étaient très pris dans le système, ça va être compliqué pour eux. Et donc les chamans expliquent qu'il va y avoir besoin de personnes suffisamment stables, suffisamment forte dans le bon sens du terme pour pouvoir accompagner ces gens-là pour éviter que ça parte d'un trop de colère et que l'équilibre soit maintenu. Alors, Arson nous disait que les choses allaient particulièrement changer le jour où l'empereur du Japon allait mourir. Donc, pas l'empereur en titre aujourd'hui, mais son père qui a abdiqué en 2019 pour lui laisser la place. Arson nous explique que lui et sa femme font partie des derniers gardiens du soleil. Il y en a 8 à travers le monde et 2 en font partie. Et il a plus de 92 ans, je crois, ce monsieur aujourd'hui. Et donc, il expliquait que le jour où il allait mourir, les choses allaient s'accélérer par rapport à l'avènement de cette nouvelle ère. Donc, il faut être prêt. Étant donné qu'il est très vieux, ça devrait être imminent.
Ensuite, à travers ça, donc il y a cette idée vraiment de nous faire sortir de la société de consommation et cette vision de consommation dans laquelle on est rentré, qui nous rend aussi esclaves. Ils ont vraiment envie qu'on redevienne maître de nos chemins de vie, maître de nos vies, qu'on reprenne les rênes et qu'on soit ceux qui décidons et pas qu'on laisse d'autres décider pour nous. Et qu'aujourd'hui, dans la société occidentale, beaucoup ne se rendent pas compte en fait qu'on est vraiment esclavagisé et qu'on est mis au service de personnes qui ont du pouvoir financier, là pour le coup, ou peut-être même d'autres formes de pouvoir, mais pas un joli pouvoir, et qui cherchent à nous maintenir en fait dans cet état un peu de somnolence dans lequel on n'agit pas vraiment, dans lequel on se laisse faire pour pouvoir continuer à agir comme ils le veulent. Et donc, il est important qu'on reprenne notre pouvoir à nous et qu'on sorte de cet état-là pour retrouver aussi le lien à l'harmonie, qu'on retrouve le lien les uns aux autres. On nous a beaucoup aussi coupé des liens les uns aux autres et qu'il est important en fait que les êtres humains se remettent en lien. Et il y a 3 ans, 2, 3 ans maintenant, je ne sais plus exactement, il y a plusieurs tribus mongoles qui se sont retrouvées autour de Harson notamment. Et ça faisait longtemps qu'ils savaient qu'ils allaient devoir faire ça. Et là, ils ont senti que c'était le moment, donc ils se sont retrouvés pour construire un totem des relations humaines. Donc pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, ils étaient 80 chamans, si je me souviens bien, plus eux, les ongots, c'est-à-dire c'est les êtres ascensionnés qui les incorporent et qui font les soins à travers eux et qui donnent les enseignements. Donc plus leurs 80 ongods, plus les membres de leur famille qui étaient là. Donc tout ce monde-là a participé à construire ce totem des relations humaines. Ils l'ont énergifié au moment du solstice d'été. Du coup, je crois que c'était il y a 2 ans. Et maintenant, ce totem, il l'emmène de tribu en tribu pour vraiment le nourrir. Et il invitait vraiment les Européens, les Occidentaux qui étaient au courant que ce totem existe, à se mettre en lien avec lui pour aider vraiment à recréer le lien entre les peuples, entre les êtres humains. Et à sentir aussi en retour que ce totem nous accompagne. Donc, il n'y a pas besoin de l'avoir vu, d'avoir participé à le créer, juste de savoir qu'il est là, qu'il existe. Ça suffit à recréer ce lien les uns avec les autres et avoir cette conscience, en tout cas, qu'il est là. Donc, leur souhait, c'est à travers ça, c'est vraiment qu'on redevienne responsable, autonome, conscient, donc maître de notre vie. Ça, vous m'entendrez le dire beaucoup parce que c'est vraiment les maîtres mots et c'est les maîtres mots dans le chamanisme d'une manière générale. C'est vraiment l'objectif des chamans, c'est vraiment de faire des êtres qui sont autour d'eux, des personnes autonomes. Et donc, à travers ça, c'est aussi remettre du sens, remettre des repères. Nous, on a perdu tous nos rituels de passage, on n'en a plus, ou très peu, où ils sont vécus à travers la religion. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. Tout le monde n'est pas ouvert aux faits religieux. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la religion en France qui porte ces rites de passage à travers le baptême, les communions, arrivent à des âges qui correspondent aussi à des âges transitoires aussi, de passage de l'enfance à la préadolescence, à l'adolescence, au jeune adulte, puis le mariage, puis l'enterrement aussi en fin de vie. Et même nous, en fait, tout ça, ça a perdu de son sens. Et même le mariage aujourd'hui, beaucoup de gens se marient pour faire une fête avec les amis, la famille, etc. Et sans avoir réellement conscience de l'engagement profond que ça demande et du sens sacré qu'il y a derrière le mariage. Et pareil pour les enterrements. Plus ça va, plus on perd aussi ce sens sacré et ce recueillement qui est censé être là à travers l'enterrement. Aujourd'hui, quelqu'un qui a perdu un proche, il a le droit à ses 3 jours avec l'entreprise. Et puis après, voilà, il faut que ça roule. Et il est prié de ne pas trop afficher sa tristesse liée à son deuil. Autrefois, on portait le deuil pendant 9 mois. C'était pas pour rien. Donc, on perd beaucoup en fait ce lien à nos rituels. Et aujourd'hui, on voit bien que les jeunes, ils vont vivre leur rite de passage, mais à travers des conduites à risque, que ce soit à travers l'alcool, parfois à travers des drogues, à travers des mises en danger dans parfois des sports extrêmes ou des conduites qui vont les amener à se mettre en danger, voire même des conduites sexuelles aussi. Enfin, voilà, ça prend des formes qui sont pas du tout cadrées et pas du tout sacrées.
Et on voit bien du coup cette difficulté à passer du monde de l'enfance au monde adulte. Il y a plus du tout ce rite qui nous invite à être un adulte. Voilà, donc comme je disais, on nous a coupé volontairement depuis des siècles hein, de tous ces liens, de notre autonomie, du sacré, des repères, des rituels, etc. Donc tout ça nous a fait vraiment basculer dans ce monde de la consommation. Ça, on le voit par exemple quand chez les peuples qui sont coupés de leur culture, on le voit beaucoup en Amérique du Nord, en fait, comme maintenant les Indiens vivent dans des réserves qui n'étaient pas forcément leur terre originelle, ou c'est leur terre, mais qui a été extrêmement réduite. Et le fait d'être coupé comme ça de leurs racines, ça entraîne chez beaucoup d'Indiens de l'alcoolisme parce que à travers l'alcoolisme, ils cherchent à venir compenser ce manque et cette perte de lien et de sens en fait qui s'opère chez eux. Et en fait, ça on le voit du coup sur du court terme aujourd'hui chez ces peuples-là, mais c'est ce qu'on vit sur du terme plus long, nous, depuis plusieurs siècles. Donc aujourd'hui, c'est important de retrouver ce chemin de l'harmonie. On voit bien qu'aujourd'hui, dans notre société, on continue de vouloir nous séparer, notamment les hommes, les femmes. On sent vraiment qu'aujourd'hui, cette relation homme-femme, elle est extrêmement abîmée. Et ça aussi, c'est important de retrouver l'harmonie homme-femme parce qu'on a besoin, les femmes ont besoin des hommes, les hommes ont besoin des femmes, on a besoin les uns des autres pour pouvoir grandir et évoluer d'une manière qui soit ajustée et juste. Donc les buts des chamans à travers ça, c'est pas de faire de nous des petits chamans, ça n'a aucun intérêt pour eux, hein. C'est vraiment qu'on puisse à travers ça aussi construire un meilleur futur. Donc, si dans l'eau, il y en a qui deviennent chamans, bon, ben, c'est bien, hein, voilà. Mais quand ils viennent vers nous, c'est pas pour faire de nous des petits chamans, c'est vraiment pour qu'on prenne cette posture. Batou, il dit souvent, on est une dizaine d'élèves à suivre son enseignement. Aujourd'hui, il nous dit tout le temps, euh, peut-être vous ne deviendrez pas chaman, et ça, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous ayez une attitude de chaman. Voilà. Et ça, c'est fondamental, en fait. On s'en fout d'être chaman, de ne pas être chaman. Ce qui compte, c'est vraiment cette posture responsable et consciente qu'on prend. Et puis que, quoi qu'il arrive, c'est pareil, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des dons. On a tous un grand don, c'est qu'on a tous un cœur. Et ça, Batou nous le rappelle sans arrêt. On a tous un cœur et que notre cœur, il a une capacité énorme, c'est qu'il peut grandir jusqu'à l'infini. Il peut être plus grand que tout. Et que déjà, rien que ça, c'est suffisant à faire de nous des êtres grands. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a à faire les uns les autres, c'est vraiment apprendre à laisser notre cœur grandir, notre cœur s'ouvrir et devenir aussi grand que l'infini, comme il dit souvent. Et que quand on a un cœur aussi grand que l'infini, eh ben, ça vaut tous les dons du monde, ça vaut tous les chamans du monde. Et donc, on est capable, rien qu'à travers ça, de faire des grandes choses et de participer à beaucoup pour notre monde et les uns pour les autres. Et ça, on voit déjà des gens qui sont dans ce genre d'attitude, ils ne sont pas chamans et pourtant ils sont capables de faire de grandes choses aussi. Donc ça nous amène vraiment à aussi nous reconnecter à différents niveaux et qu'en plus, quand on travaille dans cette conscience des choses, on permet aussi que des connexions se refassent au niveau neurologique. En fait, de rendre visible l'invisible déjà et d'être conscient de qu'est-ce que je rends visible à travers ça, eh bien, ça va aider à recréer des connexions au niveau du cerveau et donc à l'améliorer, évidemment. Et ça aussi, alors Batou, il parle de cerveau chamanique, il nous dit qu'on construit notre cerveau chamanique, et le cerveau chamanique, il va se construire à travers des habitudes et des bonnes habitudes qu'on va prendre pour nous. Et donc, des bonnes habitudes à prendre, c'est retravailler notre conditionnement. Nous, dans notre société, on est beaucoup conditionnés à être dans l'auto-sabotage et ça, dès notre plus jeune âge, on va entendre des choses du style tu sais pas faire, trop petit, tu vas te faire mal, etc. Donc, on est déjà conditionné soit être dans l'échec, soit être dans l'abandon, soit être dans la perte de confiance. Et puis au cours de notre vie, que ce soit dans le système scolaire, parfois dans le système éducatif, même si les parents sont pas mal intentionnés, mais ils sont parents aussi avec leurs limites et parfois avec leurs peurs, et on les aussi.
Et puis à d'autres niveaux, hein, il va y avoir les croyances sociétales, enfin voilà, religieuses, etc., qui vont venir vraiment nous conditionner. Et souvent, on voit bien qu'on est dans un conditionnement étriqué. Euh, et donc, dans le chamanisme, on va apprendre à remettre notre mental à un bon niveau, de façon à ce qu'il soit efficace et de façon à ce qu'il nous porte là où on est en vie, c'est-à-dire qu'on soit maître de notre chemin de vie. Arson, il nous expliquait que l'être humain, il a été créé pour maintenir l'équilibre. Avant, il y avait 4 mondes qui s'opposaient, qui étaient tout le temps en déséquilibre. Il y avait le monde des âmes, il y avait le monde de l'air, il y avait le monde du feu et il y avait le monde de l'eau. Et c'était très déséquilibré entre eux. Et donc, ils ont décidé de se réunir et ils ont créé Et et Tugen. Donc, on traduit par la terre, mais en fait, ça veut dire l'équilibre. Et pour être gardien et garant de cet équilibre à travers ces 5 éléments, ils ont pris chacun un bout de ce qu'ils étaient et ils ont donné vie à l'être humain. Et ils lui ont donné le mental pour qu'avec son mental, il puisse garantir et maintenir cet équilibre entre les mondes. Or, aujourd'hui, on s'est beaucoup coupé de ça. Alors, aussi parce qu'il y a des forces qui sont en mouvement et qui cherchent à nous couper de ça, mais c'est important qu'on retrouve le lien en recréant un mental qui soit sur un versant constructif pour reprendre notre place de garant de l'équilibre de l'univers, du coup. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous apprennent, ils nous invitent vraiment à reprendre des bonnes habitudes régulières, etc. Donc, à conditionner nos pensées aussi, parce qu'ils expliquent que la pensée, elle est extrêmement créative. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à travers la physique quantique et les travaux de Philippe Guimand, et en France en tout cas, puis d'autres ailleurs, on s'aperçoit qu'effectivement, oui, la physique est créatrice aussi certainement, mais que notre pensée est extrêmement créatrice. Donc, si j'ai des pensées à la con, ben, je vais créer quelque chose de merdique. Si je mets mes pensées à un niveau qui soit bon pour moi, qui soit constructif, je vais participer à construire ce monde-là. Et donc, on a toute cette capacité à travers ça à construire un monde qui soit meilleur pour nous tous. On est un peu comme les cellules dans un corps humain. Ben, une petite cellule qui est microscopique, si elle n'a pas la bonne information, elle vient créer un bazar pas possible dans notre corps. Ben, nous, c'est pareil. En n'ayant pas la bonne information, on crée un bazar pas possible à une échelle beaucoup plus grande que nous et qui a forcément, donc, par retour, des répercussions sur nous. Mais aussi, comme une petite cellule, ben, si on retrouve la bonne information, on est capable de tout réaligner. Et il suffit d'une seule cellule déjà pour que quelque chose se mette en mouvement. Et donc, nous aussi, on est comme ces petites cellules, et donc souvent, on se sent petit, insignifiant. Et bien, en fait, aussi petit et insignifiant soit-on, on peut vraiment participer à construire quelque chose de beaucoup plus grand que nous et qui œuvre dans le bon sens, dans le sens de l'harmonie et de l'équilibre. Et ça, c'est à travers nos pensées. Donc, en créant quelque chose qui soit évidemment bon pour nous, parce que plus je participe à faire quelque chose qui suit mes élans de mon cœur, qui soit quelque chose d'ouvert, qui soit dans l'amour, évidemment, l'amour que je me donne, mais aussi l'amour que je donne, que je porte autour de moi, ou en tout cas les effets que l'amour que je me donne a autour de moi. Ben, tout ça, ça va avoir des répercussions beaucoup plus grandes. C'est un peu aussi comme le battement d'aile du papillon, vous voyez, qui va voir, qui est capable de faire un raz-de-marée à l'autre bout du monde. Et ben, nous, on peut faire un raz-de-marée constructif. On va peut-être pas forcément voir tout de suite autour de nous les effets, mais par transmission d'énergie, ça peut venir mettre quelqu'un en mouvement à l'autre bout du monde aussi, qui va, tiens, prendre conscience de quelque chose aussi à travers ce qu'il aura ressenti de cette énergie reçue de vous et qui va à son tour peut-être influencer d'autres personnes. Voilà. Donc il y a vraiment, on est capable même à grande distance de s'influencer. Ça aussi, les chamans l'expliquent beaucoup. Donc, être attentif à nos pensées, être attentif à la façon dont on se raconte aussi, dont on raconte son histoire. Voilà, tout ça, c'est important en fait, et à bien reconditionner. C'est pas aller raconter le contraire. Si je suis toujours pessimiste, je vais pas me faire exprès de me mettre dans la peau de quelqu'un d'optimiste, ça sert à rien. Mais c'est apprendre à se mettre dans quelque chose qui participe à être plus constructif. Donc, si par exemple, je passe ma vie à penser que j'ai pas de chance,
eh bien, forcément, tout ce que je vais voir va me ramener à ma malchance. Et même si les autres me montrent que j'ai de la chance, je ne pourrais pas le prendre parce que ça ne va pas correspondre à mon narratif. Mais si tout d'un coup, je prends conscience que en me racontant comme ça, je participe en fait à ma malchance et que je veux que ça change, je peux commencer à me dire, OK, j'apprends. La première habitude que je peux faire, c'est de me répéter tous les jours. J'apprends à voir les choses sous un angle plus constructif pour moi. Voilà, je regarde ma vie sous un angle plus constructif pour moi. L'idée, c'est d'y aller par étapes pour pas que ça fasse faire un grand écart à notre conscience et qu'elle puisse vraiment s'appuyer sur cette nouvelle habitude à créer. Les chamans, ils disent qu'il faut 108 jours à peu près de répétition quotidienne pour que les cellules soient informées et qu'elles aient pu reconstituer des nouvelles connexions synaptiques. Alors, quand on dit 108 jours, répéter pendant la même chose pendant 108 jours, ça peut paraître long. Et en fait, au début, il y a une envie, donc on y va. Après, pendant une vingtaine de jours, ça va demander un effort. Et puis après, on va sentir qu'on commence à se construire un pouvoir à travers ça. Et puis après, on sent vraiment que ça rentre dans l'habitude et que ça agit vraiment au niveau inconscient. Et après, ça devient naturel. Un peu comme se laver les dents. Nos parents, ils nous ont rouspété pour qu'on aille nous laver les dents. Et puis maintenant, on le fait presque machinalement. Comme marcher, hein. Ça a été compliqué au début de marcher et maintenant, on marche sans réfléchir. Et pourtant, on s'est pris des gamelles, mais tous les jours, on s'est relevé, on a continué d'avancer. Donc, c'est chaque chose, en fait, au début, ça demande de l'effort, et puis petit à petit, ça vient, ça vient, ça vient, et ça devient naturel. Et une fois que c'est naturel, ben, ça se ramène à notre conscience dans les moments où on reflanche, on repart dans ses travers, où je me remets, par exemple, à croire que j'ai pas de chance dans ma vie. Et ben, mon inconscient, il va venir me rappeler à l'ordre et me dire, pop, 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 attends, regarde ce qu'il y a là dans ta vie, regarde les trucs qui tiennent dans ta vie. Et ce qui fait que, ben, hop, je ne vais pas retourner dans mon travers et je vais pouvoir continuer sur un narratif qui me porte beaucoup plus. C'est aussi ce qu'on retrouve dans les thérapies narratives, hein. En fait, les chamans, ils ont ouvert la porte à plein de choses. Enfin, les chamans, les peuples premiers, ils ont ouvert la porte à tout un potentiel de thérapie, d'expérience en physique quantique, etc. En fait, voilà, eux, ça, ils le font déjà naturellement depuis des millénaires, hein, puisque les traces les plus anciennes de chamanisme remontent à plus de 10 000 ans, voire même plus de Batou, il dit 40 000 ans. Donc, c'est long. Et donc, ils ont eu le temps de se construire des habitudes beaucoup plus saines. Euh, Alors, à travers ça, on entend aussi souvent parler donc, de coré-chamanisme, de néo-chamanisme, de chamanisme traditionnel. Donc, souvent, les gens sont un peu perdus entre ces trois nominations qui comportent des différences, en fait. Le néo-chamanisme, le coré-chamanisme, pardon, j'ai commencé par là. Le coré-chamanisme, c'est une réouverture au chamanisme qui s'est fait à partir des années 50-60, en fait, avec l'anthropologue Michael Harner, pour ceux qui connaissent. Il a été le premier d'un mouvement qui, à la fin des années 50, s'est mis en place, qui a consisté à sortir de la posture d'observateur du scientifique, donc de l'anthropologue, du psychologue, etc., qui allait étudier ces peuples-là et qui restait en dehors, qui juste regardait. Et l'idée à travers ça, quand Michael Harner a décidé de sortir de cette posture-là, c'était d'arrêter de voir ces sociétés comme ayant un mode de vie justement simpliste, avec des pratiques folkloriques, mais plutôt d'aller comprendre finalement ce regard que j'ai, est-ce qu'il est juste, et peut-être qu'en vivant l'expérience avec ces peuples-là, je vais vraiment comprendre pourquoi ces pratiques, ils les font de telle manière. Donc, il est sorti de cette posture d'observateur et il a vécu pleinement dans la pure tradition de ces peuples-là, principalement les Jivaros, chez qui il a passé beaucoup de temps. Donc, les Jivaros, ils font partie des Shuar. C'est un peuple qui vit entre l'Équateur, le Brésil et le nord du Pérou, dans la forêt amazonienne. Donc, il est resté très longtemps chez eux. Là-bas, eh ben, il a fait des expériences avec l'ayahuasca, il a eu des révélations et des chamans enfin, un chaman là-bas qui lui a dit qu'il était chaman. Il est ensuite allé chez les Conibos, qui sont les voisins des Chipipos au Pérou, où là aussi, il a fait encore d'autres expériences avec l'ayahuasca. On lui a aussi dit qu'il était chaman. Il est allé dans un autre peuple, je ne sais plus lequel, où il a fait des expériences avec le maïkwat, une autre plante. Il a aussi fait des expériences au Mexique avec le peyote. Et à chaque fois, on lui disait qu'il était chaman. Il est allé à la rencontre des Pomos en Californie.
Là aussi, on lui a dit qu'il était chaman. Il était à la rencontre des Salish au Canada. Là aussi, on lui a dit qu'il était chaman. Et à chaque fois, ces peuples, alors surtout les Jivaros, mais les autres aussi, lui ont demandé de permettre à son peuple, à lui, donc l'Amérique, il était américain, enfin les États-Unis, de se remettre en lien avec les traditions ancestrales dont il s'était coupé et de ramener le chamanisme là-bas et d'amener son expérience à lui du chamanisme. Donc à ce moment-là, il ne sait pas trop comment faire quand il entend tout ça, et puis il continue ses explorations des peuples. Il va vivre un temps avec des peuples en Sibérie, en Mongolie aussi, et là-bas, il découvre la puissance du tambour qu'il avait déjà commencé à découvrir avec les peuples d'Amérique du Nord. Mais là, il la découvre encore plus en profondeur. Il voit vraiment les effets des battements du tambour et battu quand le tambour est battu à un certain rythme, à une certaine force. Il y a un état qui se passe au niveau cérébral et il s'aperçoit qu'on a les mêmes effets en fait qu'avec les plantes, qu'on reçoit les mêmes informations. Donc là, il voit qu'il peut commencer à ramener, il voit comment il peut ramener le chamanisme chez lui. Et puis, à travers toutes ces explorations de ces peuples-là, il s'est aperçu qu'ils avaient tous des choses identiques. En fait, il y avait des vérités identiques à tous ces peuples. Notamment cette notion du monde de l'invisible, du monde de l'esprit avec lequel on collabore. Et que dans ce monde de l'esprit, il y a une cartographie qui est exactement la même. Il y a un monde géographique qu'on retrouve partout, c'est-à-dire qu'il y a un monde d'en bas, il y a un monde du milieu, il y a un monde d'en haut. Et à chaque fois, ils ont exactement les mêmes vertus, les mêmes dangers, on y retrouve les mêmes choses à chaque fois. À chaque fois, on rentre dans cet état-là à travers des états de transe qui sont suscités par les plantes, le tambour, les danses, les chants, le jeûne, etc., parfois jusqu'à l'épuisement, qui permettent d'avoir accès à ce monde-là. Chez tous ces peuples-là, on retrouve l'autel, la notion de faire un autel ou un totem. Hein, chez les peuples d'Amérique du Nord, il y a le totem qui est l'autel du clan en quelque sorte. Voilà, l'autel qui permet de porter l'énergie du clan, du groupe, de porter ses intentions, qui est une façon aussi de montrer un respect avec le monde de l'invisible et de le manifester aussi dans la matière. Il y a l'appel des directions qu'on retrouve partout. Donc, selon les traditions, on appelle 4 directions, on en appelle 7, on en appelle 12. Enfin, voilà, il y a plus ou moins de directions selon les traditions. En tout cas, il y a au moins les 4 directions cardinales qu'on connaît aussi. Et ça, pour appeler ces esprits-là, pour qu'ils viennent apporter leur soutien aussi quand ils font des soins, quand ils font des cérémonies, des rituels, etc. Ou juste pour participer à la protection du village, du clan, du troupeau, etc. On retrouve les fumigations dans tous ces peuples-là. Alors, il y a les huiles de sudation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de choses communes. Et puis, vraiment une vision de ce monde-là avec les animaux totems, les animaux de pouvoir, les alliés, etc., qui viennent participer à accompagner le chaman dans son travail, qui viennent l'enseigner ou qui viennent lui donner de la force, de la puissance, etc. Donc, vraiment des vérités communes dans tous ces peuples, alors qu'ils n'étaient pas forcément en lien les uns avec les autres. Donc ça l'a beaucoup marqué. Et donc, il a décidé, quand il est rentré aux États-Unis, enfin, quand il est rentré, quand il a décidé de créer de pouvoir amener le chamanisme à son peuple, il a créé donc le Coré chamanisme, qui veut dire chamanisme intégratif. C'est comment j'amène en fait cette vision du monde chamanique que j'ai pu voir à travers les peuples à mon peuple à moi et qui soit aussi adapté à notre façon d'être occidentale, puisqu'on ne vit pas dans les mêmes conditions de vie, on n'a pas les mêmes liens, donc il faut aussi que ce soit adapté à notre psychologie. Donc il a fait cette méthode à travers le coré chamanisme, il a développé une méthode du voyage chamanique qui est sécurisante et qui est adaptée à notre mode de vie et à notre fonctionnement cérébral et conscient. Donc voilà ce que c'est que le néo-chamanisme. Depuis là, ça a ouvert une porte en fait sur le chamanisme. Les gens commençaient à s'y intéresser. Et donc, d'autres personnes sont allées voir et beaucoup ont ramené du chamanisme un peu à leur sauce. Et c'est ça qu'on appelle aussi le néo-chamanisme.
Donc, qui peut parfois être très bien fait, mais qui peut être aussi mal amené. Et là, c'est là où ça comporte des risques. Et les travers aussi de cette ouverture sur le chamanisme, c'est que certains chamans aussi, pour plaire aux Occidentaux, vont parfois s'éloigner de leur tradition. Et ça aussi, ça devient du chamanisme. Batou, il nous a parlé, par exemple, d'une cérémonie qui a eu lieu en Mongolie au cours d'un festival où voilà, les chamans ont voulu impressionner les gens qui étaient là, que ce soit les peuples, les Mongols qui étaient là, mais aussi beaucoup d'étrangers qui étaient venus assister à ce grand festival. Et donc, ils ont brûlé beaucoup de bois et ils ont sacrifié 5 chameaux, cinq dromadaires, je vais y arriver, c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires là-bas, qu'ils ont, qu'ils ont brûlé en offrande. Euh, alors que normalement, en fait, un feu, quand un bon chaman travaille avec le feu, c'est des feux qui ne dépassent pas la hauteur des genoux et c'est dans des circonstances bien particulières, avec une intention bien particulière et avec l'autorisation du lieu aussi de le faire. On va essayer de ne pas trop brûler de bois et surtout pas le bois des arbres qui sont autour de la cérémonie. Bon, là, c'était dans un endroit plutôt de steppe, donc il n'y avait pas de bois, mais en tout cas, ils ont ramené du bois. Et puis, ils ont sacrifié 5 chameaux pour rien, en fait. C'était même pas pour faire un soin au lieu ou quelque chose comme ça. Et derrière, eh ben, il y a eu des catastrophes écologiques à cet endroit-là. Donc, lui, il explique que le monde de l'esprit est venu se venger, entre guillemets. En tout cas, il est venu euh, punir les hommes de leur attitude et de leur comportement et surtout de l'ego dont ils ont fait preuve là-dedans et du manque de respect. Et donc, il faut être toujours très attentif à ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de chamans s'éloignent malheureusement de leur tradition première, ce qui est dommage. Et donc, ça devient du néo-chamanisme et c'est plus du chamanisme traditionnel. Et donc, le chamanisme traditionnel, c'est quand on est dans le pur respect des règles ancestrales du chamanisme, même si ça va s'adapter avec le monde et l'époque dans lequel on est. Si ça existe depuis la nuit des temps et si ça fonctionne depuis la nuit des temps, c'est pas pour rien. Donc, c'est important de respecter ces traditions originelles qui sont là depuis toujours et qui participent au maintien de cet équilibre-là. Et c'est vraiment ce à quoi tendent les chamans qui sont dans ce respect profond des traditions. Donc, être très attentif à ça aussi. Donc, lui, il le voit à travers plein de détails. Batou, il nous montre à travers plein de détails. Là, on voit que les chamans se sont éloignés de leur tradition. Donc le néo-chamanisme n'est pas toujours mauvais, hein. C'est vraiment la façon dont il va être fait et qui va le faire et de quelle manière. En fait, il y a beaucoup d'égos qui apparaissent à travers cette notion de chamanisme et même chez les chamans. En Mongolie, il y a, en plus avec la fin du communisme, il y a le communisme en fait a massacré beaucoup de chamans, que ce soit en Sibérie ou en Mongolie. Et avec la fin du communisme, les chamans peuvent à nouveau revivre tranquillement, mais il y a une émergence de beaucoup de chamans. Et puis depuis 10 ans, comme il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Occidentaux, Américains, Français, mais surtout beaucoup de Français qui vont en Mongolie, eh bien, il y en a beaucoup qui ont envie de se montrer chaman. Et il y a beaucoup de guerres d'ego entre les chamans. Or, un chaman n'est pas censé être dans l'ego. Et par exemple, en Amérique latine, où les chamans qu'on a rencontrés, quand je dis nous, c'est mon conjoint et moi, euh, ils apprennent à être dans l'humilité parce qu'en plus, chez eux, il y a cette croyance que s'ils se vantent d'être trop bons ou si les gens disent trop qu'ils sont bons, et ben, un autre chaman risque de venir prendre ses pouvoirs ou quelqu'un, même pas forcément un chaman, quelqu'un peut venir prendre ses pouvoirs. Donc, il y a toujours euh, être attentif à ces histoires d'ego, en fait, là derrière. Le bon chaman qui sera dans le respect des traditions, ou même un bon néo-chaman, ou dans le coré chamanisme aussi, tant qu'il y a de l'humilité, que la personne, elle se met au service de l'autre et pas au service de son ego, déjà, on est dans quelque chose de plus juste. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans ces différents chamanismes. Euh, Aujourd'hui aussi, l'intérêt du chamanisme, c'est qu'on est en train de voir au niveau neurologique, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Donc, Michael Arner, lui, en son temps, il a créé la Federation for Shamanic Studies. Et donc, ils ont étudié en fait tout ce qui se passait dans le voyage chamanique et ils ont donc fait appel aussi à des neurologues à l'époque, donc dans les années 80, donc bien avant les travaux qui sont faits aujourd'hui par Corinne Sambrin et le professeur Florent Henry.
Il y a des travaux qui ont été faits auparavant déjà, où ils se sont aperçus déjà qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient mises en exergue pendant les états de conscience chamanique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'un état de conscience chamanique, contrairement aux autres états de conscience modifiés, comme en méditation, en hypnose, dans certains états de relaxation. On s'est vraiment aperçu qu'à travers l'état de conscience chamanique, il y avait des zones du cerveau qui étaient mises en mouvement qui ne le sont pas mis dans les autres états de conscience modifiés, notamment la partie de notre cerveau reptilien, mais aussi la partie qui est responsable de la schizophrénie, enfin là où il y a ça reste bloqué quand on est bloqué là-dedans, c'est là où on devient schizophrène, la partie qui est en lien avec la dépression, la partie qui est en lien avec la bipolarité, etc., différentes parties. À part que là, quand on est dans une expérience chamanique, on ne reste pas bloqué dans cet état-là, on en revient. Et donc, ils sont en train aussi d'étudier ça pour voir comment peut-être traiter les pathologies psychiques, là, puisque finalement, dans la pathologie, la personne, elle reste coincée dans cet endroit-là. Bah, peut-être qu'à travers la transe chamanique, on pourrait aider la personne à pouvoir sortir et retrouver un équilibre dans la société. Euh, ils étudient aussi pour voir jusqu'où en fait ces états de conscience peuvent nous emmener. Et il y a quelqu'un comme Michael Wickelman qui a beaucoup étudié dans les années 2000 en fait ces états de conscience modifiés et avec un point d'accès enfin, plus accentué sur les états de conscience chamanique. Et lui veut carrément créer une cartographie en fait des états de conscience modifiés comme on a créé une cartographie du génome humain. Donc, il y a beaucoup de neurologues qui travaillent dessus. Et puis, comme je vous l'ai dit, toutes les reconnexions qu'on fait, ça crée des reconnexions neuronales, donc même pour des sorties de traumatisme, etc. Et puis, on voit aussi aujourd'hui des gens qui sortent de dépendance grâce à des pratiques chamaniques, que ce soit des gens qui sont allés dans des endroits où on accompagne bien avec l'ayahuasca. Il y en a beaucoup qui ont réussi à sortir des dépendances aux drogues, au tabac, à l'alcool, et d'autres qui ont réussi à guérir leur traumatisme aussi à travers différentes pratiques chamaniques. Et ouais, donc voilà pour la partie neurologique. Et je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, donc des moments, je suis désolée, c'est un peu confus parce que je cherche mes idées, mes informations. Euh, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je vais essayer d'y répondre du plus justement possible. Voilà, donc vous l'aurez compris, le chamanisme, on peut tous donc vivre ces expériences-là. Alors, Alexandra, si tu veux avoir le replay, alors je verrai comment je peux faire. Je ne sais pas encore comment on fait ça. Je vais te laisser l'adresse mail et tu vas m'envoyer ton mail, comme ça je pourrai te l'envoyer. Alors, c'est contact@racineetconscience.fr. Voilà. Donc, tu peux écrire là et je pourrais t'envoyer le replay si j'y arrive. Voilà, je crois que je peux le faire avec un lien WeTransfer, il me semble. Voilà, donc on peut tous être amenés à vivre des expériences chamaniques qui vont nous aider à grandir, à devenir plus conscients, à soigner nos plaies, nos traumatismes, etc., voire à acquérir une meilleure connaissance de nous-mêmes. C'est vraiment le chamanisme, c'est vraiment une approche qui est magnifique pour apprendre à bien nous connaître, pour apprendre à être plus en lien avec le vivant autour de nous et qui nous apprend aussi à être plus vivant et à mieux prendre notre place d'humain aussi sur cette terre. Donc c'est vraiment une belle approche dans laquelle il n'y a rien de folklorique. Oui, tout à l'heure, je vous disais que les chamans, ils laissent rien à la légère. Et par exemple, on a souvent vu du folklore à travers leurs costumes. Alors, leurs costumes, tout est extrêmement réfléchi. C'est-à-dire que s'ils mettent des plumes, c'est pour acquérir en fait la médecine de l'oiseau dont ils portent les plumes pour qu'ils aient leur vision plus aiguisée, plus élargie, etc. S'ils mettent une peau de bête à un endroit, c'est pour que la médecine de l'animal, son intelligence, etc., puisse les accompagner. Enfin, à chaque fois,
tout est extrêmement réfléchi. Rien n'est laissé à la légère, bien au contraire. Même le nombre de points de couture qu'ils vont mettre, tout ça, il y a du sens. Alors, je regarde les questions. Alors, qu'est-ce qui nous coupe du lien sacré aujourd'hui? Alors déjà, on a été coupé depuis longtemps, on nous a beaucoup coupé, et ça s'est pas fait d'un coup, hein, ça s'est fait tout au long des siècles. Malheureusement, depuis l'avènement du christianisme, alors ce qui est dommage parce que je pense pas que Jésus il soit venu sur Terre pour couper les gens de leur tradition, mais c'est ce que les humains en ont fait derrière, en fait. Parce que Jésus, il est venu avec un vrai discours d'amour et d'ouverture les uns sur les autres et les uns avec les autres. Donc, on a été coupé tout au long des siècles et aujourd'hui, en fait, on nous maintient dans un état coupé. Donc oui, à travers les réseaux sociaux, à travers une surexposition à l'image, en fait. Et on sait qu'aujourd'hui, les images, on peut les tronquer, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et donc, on nous maintient dans un état semi-comateux, semi-végétatif, je peux dire ça comme ça, dans lequel il ne faut pas trop qu'on réfléchisse, mais il n'y a pas que ça, hein. Je pourrais dire qu'en fait, il y a plein de choses qui ont été mises en place, qui ont été mises en place dans notre système, qui participent à nous rendre irresponsables. On voit bien qu'on est aujourd'hui, nous par exemple en France, si on est au chômage, ben, on peut avoir du chômage pendant longtemps, et puis après on peut avoir le RSA, alors puis on aura plein d'autres aides, etc. Mais en fait, tout ça, ça va nous maintenir dans un état consommateur et on va pas trop remettre en question, on va pas trop réfléchir pour ne pas, pour rester dans cet état-là. Et il y a un intérêt, je pense, plus grand de nous maintenir là-dedans pour qu'on reste à un état d'esclave aussi. Des gens qui réfléchissent, c'est embêtant. Euh, et donc, évidemment, que les réseaux sociaux, tout ça, vont y participer. Après, tout dépend comment ils les utilisent. En fait, toute chose peut être utilisée d'une manière intelligente. Dans l'image, il y a des choses qui peuvent être très utiles et très intéressantes. J'essaie de voir parce qu'il y a des questions qui sont passées. Je ne sais plus comment on remonte dans le chat. Euh, alors, à quelle révélation on peut s'attendre? Je pense qu'il y en a qui commencent à être en cours déjà. Euh, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, là, il y a aux États-Unis, il y a l'armée, les services secrets, etc., qui sont en train de révéler des choses en lien avec une vie non terrestre. Voilà, ça commence à apparaître. On commence à découvrir des géants, des squelettes de géants à des endroits. Quand on regarde un petit peu sur des médias alternatifs, il y a des choses qui apparaissent. Si vous écoutez un peu les archéologues alternatifs, il y a quelqu'un comme Demian qui est très intéressant à l'écouter. Mais d'autres aussi, hein, qui nous montrent que ben, il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées, même au Vatican, il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées aussi. Je pense que la chrétienté risque aussi de voir beaucoup de ces dogmes et de ces croyances ébranlées. Voilà, ça peut être à plusieurs niveaux. Mais comme aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, on voit bien qu'il y a des vérités qui commencent à apparaître. On commence de plus en plus à se rendre compte qu'on a des instances gouvernementales qui nous veulent peut-être pas toujours du bien, qui sont peut-être pas toujours bien intentionnées. Il y a eu toute cette crise Covid qui a pointé aussi beaucoup de choses. Donc, il y a des révélations qui viennent à plein de niveaux. Je pense aussi au niveau de la santé, au niveau médical. Il y a plein de choses qu'on va être amené à découvrir et ce que certains chamans nous disent aussi, hein. En France, il y a des personnes qui pratiquent le chamanisme traditionnel. Pour les consulter, ou faut-il forcément les voir à l'étranger? Alors, il y en a en France, hein, qui pratiquent du chamanisme traditionnel. Il y en a des bons aussi, hein, dans le coré-chamanisme ou dans le néo-chamanisme. Mais comme il va y avoir des très bons praticiens en Reiki, des très bons guérisseurs, des très bons magnétiseurs, en fait, il faut se renseigner, il faut rencontrer la personne, discuter avec elle, etc. C'est ce qui permet de voir où on met les pieds. Et même un chaman, c'est pas parce qu'il est chaman qu'il est forcément bon. Voilà, donc, enfin, qu'il est forcément bon ou qu'il va forcément faire des bonnes choses, des bons soins. Donc, c'est toujours bien de prendre le temps de connaître et de, de découvrir la personne avant de se décider à faire vraiment le soin ou d'entendre, hein, les retours des gens qui vont dire, tiens, telle personne, elle est super bien. Comme des fois, on va aller voir un ostéopathe parce que plein de personnes nous ont dit qu'il était bien et qu'effectivement, quand on va le voir, on n'est pas déçu. Ben, c'est pareil, en fait. Donc effectivement, Isabelle, on cultive la peur aujourd'hui.
Quelles sont ces forces qui cherchent à nous couper de l'équilibre que l'homme participe à maintenir? Alors, je pourrais dire que au niveau incarné, je pense qu'il y en a qui ont du pouvoir et qui n'ont pas envie de le perdre et qui n'ont pas envie que nous, on retrouve notre autonomie. Voilà, déjà. Et qui ne sont pas forcément que les gens au gouvernement. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes à des niveaux encore plus hauts qui chapeautent un peu tout ça. Il n'y a qu'à aller voir qui est aux commandes des journaux, des banques, comment ça s'appelle, des laboratoires, etc. Et on s'aperçoit qu'au-dessus, il y a toujours les mêmes personnes en fait qui détiennent tout, qui ont des fils à tous ces endroits-là. Voilà, donc rien que quand on voit ça, ça fait un peu réfléchir. Et puis, je pense qu'à un niveau invisible, il y a des forces occultes qui sont en mouvement, mais qui participent quand même aussi, parce que c'est pas négatif tout ça en fait, ça participe à nous secouer en fait pour que nous on se bouge et qu'on reprenne notre place. En fait, même ces personnes qui essayent de nous maintenir dans la peur, tout ça, ça vient nous secouer pour qu'on se réveille et qu'on reprenne la bonne place et qu'on fasse les choix qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour avoir l'attitude chamanique sans forcément vouloir le devenir? Eh bien, je te dirais d'être conscient de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, dans quel but tu veux que ça t'amène où, d'apprendre à être plus conscient de ton chemin de vie. Vraiment, c'est mettre la conscience dans les choses, en fait. Déjà, Jung le disait lui aussi, mais bon, il est allé aussi à la rencontre de différents peuples, donc il a pu expérimenter aussi. Mais ce que les psychothérapeutes disent aussi, en fait, finalement, hein, c'est vraiment de rendre les choses conscientes, d'apprendre à être responsable et pas laisser la responsabilité dans les mains des autres, apprendre à assumer aussi, à assumer nos erreurs, assumer les torts qu'on a pu faire. Tout ça, il participe. Ça participe à créer notre autonomie. Voilà, pour donner un petit exemple, quand j'ai commencé mes enseignements avec Arson, quand il nous a demandé, voilà, le groupe qu'on était, pourquoi on venait écouter ses enseignements, suivre ses enseignements, il y a une personne qui a dit, bah, moi, c'est mes guides qui m'ont emmené là. Et puis la réaction d'Arson, ça a été de dire, ah bah moi, si c'est pour entendre des conneries comme ça m'intéresse pas. Il dit, si ton guide il t'a emmené là, tu dois savoir pourquoi il t'a emmené là, c'est dans quel but, c'est pour que tu apprennes quoi et que tu en fasses quoi derrière. Sinon, c'est pas un bon guide que tu as. Il dit, tu dois jamais laisser quelqu'un maîtriser ta vie, tu dois rester maître de ta vie. Donc je trouve que quand il dit ça, il a tout dit. On doit être maître de notre vie, rien ne doit nous guider comme ça en fait. Même quand les gens disent, ah, je suis venu là par hasard, peut-être, mais c'est quoi l'effet que ça a derrière et qu'est-ce que tu en fais de ça derrière? À chaque fois, c'est de voir. Et c'est jamais vraiment par hasard en fait. Il y a toujours quelque chose une intuition, il y a quelque chose en nous qui s'est passé, qui nous a amené là, mais c'est pour en faire quoi derrière? Il faut toujours avoir cette conscience-là, ça c'est important, c'est comme ça qu'on reste maître de notre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Oui, pardon, j'ai déjà répondu à cette question-là, je crois. Donc oui, il y a être conscient. Et puis je te dirais que ben tu peux. Euh, moi, j'ai coutume quand je vais ramasser des plantes, des fleurs, de prévenir l'esprit de la plante que je vais l'accueillir, éventuellement de lui demander l'autorisation. Alors avant, je demandais beaucoup l'autorisation. Depuis que je fais là en Amazonie, je comprends qu'il ne faut pas toujours demander l'autorisation. Parce que quand on a préparé l'ayahuasca avec José et qu'on est allé cueillir la liane voilà, parce que l'ayahuasca, c'est une liane donc, qui pousse autour d'un arbre. Et donc, c'est les hommes qui arrachent l'ayahuasca. Et donc, eux, ils l'arrachent. Et puis, José, il nous montrait, il faut vraiment la secouer. Et puis, il lui disait en quichua à la plante, réveille-toi, je vais te couper, réveille-toi. Voilà. Parce qu'il dit qu'en fait, sinon, elle va s'endormir et qu'il n'y aura pas le pouvoir de la plante. Voilà. Donc, je préviens que je vais couper. Et maintenant, je préviens la plante, la menthe, par exemple, je vais prendre des feuilles de menthe. Voilà. Et souvent, je sens celles que je peux prendre et pas forcément prendre. Donc, on peut avoir cette attitude-là, faire des offrandes, en fait. C'est-à-dire que nous, on prend, mais on donne rien en retour. Donc, bah, c'est bien, de temps en temps, d'offrir quelque chose aussi à cette nature, des graines, de l'eau que vous aurez, je sais pas moi, que vous aurez un petit peu plus activé, quelque chose comme ça. La reconnaissance, hein, juste déjà en disant merci, hein, ne serait-ce que ça, c'est déjà un point de départ. En tout cas, d'être conscient qu'il y a ce monde invisible qui est là et qu'il œuvre avec nous.
Donc nous, avec mon conjoint, donc on anime des stages donc sur la forme corée chamanisme parce qu'on a commencé à être initié au corée chamanisme, puis après on est allé s'initier à d'autres chamanismes traditionnels et on y amène la vision traditionnelle avec. Mais la vision corée chamanique, elle est intéressante pour nous parce qu'elle est vraiment, elle permet vraiment à nous, là, les Occidentaux, d'être en sécurité dans ce qui se passe. Et puis parce que moi, je l'ai remarqué en fait en étant avec les chamans, ils sont souvent dépassés par notre fonctionnement psychologique, mental, émotionnel, etc. Parfois, ils comprennent pas nos attitudes, nos comportements, enfin, et ils sont dépassés. Donc, pour eux, il y a des choses, c'est évident, c'est simple, mais ça l'est pas pour nous parce qu'on vit pas dans les mêmes conditions. Eux, ils sont en lien, il y a un clan qui est là. Par exemple, chez eux, le baby blues, ça n'existe pas parce qu'on laisse jamais une maman toute seule avec son bébé. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour prendre le relais avec la maman. Les mamans, elles éduquent pas leur bébé toute seule, quoi. C'est tout le clan qui éduque le bébé. Donc, des parents maltraitants, ça n'existe pas. Alors, ça existe chez ceux qui ont perdu le lien avec ces traditions-là, mais, mais en fait, il y a plein de choses chez eux qui sont naturelles. Et comme nous, on a été coupés de tout ça, on retrouve plus ça. Donc, ce qu'a fait Michael Harner, c'est quand même quelque chose d'intéressant et de vraiment adapté. Après, moi, je suis aussi psychothérapeute, donc j'y amène aussi cette approche-là. Ça fait 20 ans que je suis psychothérapeute, plus de 20 ans maintenant, et j'y amène cette approche-là, et je vois comment les gens qui viennent dans les stages ont besoin qu'il y ait quelque chose de sécurisant, qui soit bien cadré. Nous, on a vraiment besoin d'un cadre. Les chamans chez les Mongols, par exemple, eux, ils sont naturellement cadrés. Il y a un cadre qui est là, on répond pas aux parents. Enfin voilà, un enfant qui va répondre aux parents chez eux, ça n'existe pas. Voilà, les choses sont bien à leur place, c'est dans leur culture, c'est comme ça. Chez les Amazoniens, c'est un peu différent, mais les choses sont aussi carrées avec peut-être plus je dirais, de souplesse là-dedans, mais c'est carré quand même. Et oui, tous ces peuples-là ne comprennent pas forcément à nous notre façon de faire. Donc c'est vrai que le corée chamanisme, c'est quelque chose qui amène des bases qui sont sécurisantes. Donc tout n'est pas à jeter dans ce qui est fait là-dedans. Après, c'est vraiment la manière dont c'est fait. Alors, si j'ai bien compris, un chaman est autant un guérisseur du corps et de l'esprit, mais aussi un être éveillé qui va être mieux préparé que les autres révélations qui arrivent. C'est un double rôle en quelque sorte. Oui, et puis le chaman, c'est d'abord le chaman, c'est le gardien aussi de l'harmonie de son clan. Et puis, par ouverture de l'harmonie de son pays. Et puis, par ouverture de l'harmonie de la Terre et des êtres humains qui sont dessus. Donc, il a tout ça. Il a accès à des informations auxquelles voilà, la plupart d'entre nous, même si maintenant les informations s'ouvrent, donc on est de plus en plus à avoir accès à ces informations, mais il a accès à des informations, il pressent les choses. Mais comme il y a beaucoup de chamans qui savaient déjà quelles étaient les étoiles, où elles étaient situées, à combien de kilomètres de la planète Terre elles étaient situées, et ça faisait des lustres qu'ils le savaient. Donc ils ont vraiment cette connaissance profonde. Alors on dit souvent innée, elle n'est pas innée, mais parce qu'il y a une vraie observation et ils reçoivent des informations à un autre niveau. Et Rossé, par exemple, il nous disait que il a déjà été visité par les extraterrestres. Voilà. D'ailleurs, dans la petite image que j'ai mis pour ceux qui ont vu via Facebook ou sur notre site, il y a un moment, il y a une photo, donc on voit une pierre qui est peinte en bonhomme, et il y a une autre qui représente un extraterrestre parce qu'il a vraiment voulu représenter les extraterrestres qui viennent le visiter de temps en temps. Euh, et donc, effectivement, il va s'occuper de soigner le corps et l'esprit des gens, mais pas que de la personne. Donc, ça va être vraiment au niveau du clan, voire même un peu plus. Chez les Mongols, en fait, on sent vraiment ce lien au pays, en fait, il est important. Et Batoul, il n'arrête pas, et Arson faisait la même chose, de rappeler que c'est important pour nous qu'on retrouve les valeurs de la France. On a beaucoup perdu nos valeurs françaises et que c'est important qu'on retrouve nos valeurs françaises et qu'on soit fier de notre pays, qu'on soit fier d'être français. C'est pas parce qu'on a un gouvernement qui fait n'importe quoi qu'il faut cracher sur notre pays. En fait, la France, elle y est pour rien, elle. Et que ce qui fait la France, c'est nous aussi, les gens du peuple, et la façon dont on va porter les valeurs. Et donc, eux, ils sont très au fait de cette importance d'être en lien avec les valeurs de leur société, de leur tribu, de leur clan, de leur peuple, etc. Ça, c'est fondamental pour eux.
Et puis, il y a beaucoup ce lien aux ancêtres aussi qui va nous apprendre à vraiment asseoir ce lien aux valeurs. Pour eux, c'est vraiment un fondement important. Ils sont beaucoup en lien avec les ancêtres aussi. Et les ancêtres, pas que les ancêtres de la lignée, c'est vraiment les ancêtres de leur peuple. C'est ancêtres au sens large du terme. Voilà, je ne sais pas si je réponds correctement à ta question, Cyril. Euh, voilà, je ne sais pas si les réponses vous conviennent, si c'est suffisant. Euh, voilà, donc moi, ça fait 8 ans que je m'initie au chamanisme. Donc, j'ai commencé avec le corps chamanisme, j'ai fait tout un parcours avec ça. Et puis, voilà, j'ai eu besoin d'aller, une fois que j'ai expérimenté ça, moi, j'avais besoin de commencer avec quelque chose de sécurisant. Donc, voilà. Et parce que je voyais beaucoup de gens revenir barrés d'expériences chamaniques qu'ils avaient vécues, et c'est pas l'idée que j'en avais, ça me convenait pas, donc j'ai pris vraiment le temps, en fait. Et, et donc voilà, j'ai commencé il y a 8 ans et il y a 4 ans, je suis allée sur le chemin du chamanisme plus traditionnel. Donc j'ai commencé avec Carson et puis j'ai rencontré Batou qui est vraiment sur un chamanisme de tradition pure. Lui, il est mongol aussi, mais il vit avec les Samis au nord de la Norvège. Et il a été aussi initié au chamanisme des Samis, même s'il continue à faire du chamanisme mongol. Mais, alors il dit, la traductrice nous dit qu'il fait du chamanisme préhistorique, mais dans le sens où vraiment il suit les traditions très très anciennes du chamanisme. Et donc lui, il est incorporé par un non-god. Donc un non-god, ce que je vous disais tout à l'heure, en français on le traduit par oracle. C'est en fait un ancêtre, donc pas de la lignée, mais un ancêtre de son peuple, voire même un ancêtre de la Terre, hein, donc lui, c'est Uten, celui qui l'incorpore et qui date je crois que c'est moins 20 000 avant notre ère, un truc comme ça, donc c'est très très ancien. Et qui explique qu'à l'époque, eux, ils n'avaient pas autant de problèmes parce que on enterrait correctement nos morts, on n'avait pas de problématique, il n'y avait pas de problème avec les morts, en fait, il n'y avait pas de problème avec la mort et qu'aujourd'hui, on a fait de la mort un problème. Et ça nous joue beaucoup de tours et donc on enterre mal les morts et on se retrouve avec beaucoup d'entités. Et quand je dis enterrer, c'est pas qu'au sens physique du terme, c'est au sens symbolique, émotionnel, relationnel, en fait. Pour nous, la mort, souvent, il y a une cassure, il y a une coupure, alors qu'en fait, non, c'est juste le lien, il va exister, mais à un niveau différent. On sera plus dans quelque chose de tangible. Voilà pour, euh, pour ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, bien. Eh bien, je vous remercie tous beaucoup. Euh, Merci pour votre participation. J'avoue que j'étais un peu stressée. C'est jamais évident de parler devant plein de monde. Euh, je vois qu'il y a une nouvelle question. Existe-t-il un cadre d'initiation? Qu'est-ce qui explique que l'apprentissage soit aussi long? Ben, l'apprentissage, il est long parce que ça demande un vrai travail sur soi. Donc, c'est un long, long travail et qu'on ne peut pas laisser à la légère. Et puis qu'il y a un travail, alors chez les Mongols, je parle plus d'eux parce que c'est ce que je connais le plus, hein. Il y a vraiment, ils travaillent beaucoup sur la technique. En tout cas, Batou insiste beaucoup sur la technique. Il dit tout le temps focus on technique, focus on technique. Donc, il y a un long travail avant de pouvoir passer aux choses sérieuses. Et ce week-end, j'ai eu le plaisir de rencontrer Benoît Chollet, qui a vécu longtemps avec différents peuples aussi. Lui était journaliste et il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Les parasites énergétiques. Je vous recommande beaucoup. Et quand on a parlé ensemble, on parlait de ça et il me disait que lui, son initiation, il a commencé avec un chaman mexicain et il a compris qu'en fait, lui, à travers, donc il lui a fait prendre le champignon en direct et en fait, il dit oui, j'étais lancé dans le grand bain, mais j'ai compris, en fait, le chaman lui a dit, je t'apprends à être assis. Vous voyez? Donc, être assis au sens physique du terme, à savoir s'asseoir, mais à savoir s'ancrer, à savoir être assis à l'intérieur de soi, c'est-à-dire être posé, se sentir à la bonne place, etc. Et pendant des années, il a senti qu'il apprenait à être assis. Voilà. Donc, ça commence souvent par des choses simples. Corinne Sombrin, elle le dit aussi, au début, elle a commencé par des trucs très cons, d'aller chercher de l'eau, on lui demandait de faire des tâches, ben, elle faisait les tâches et elle faisait ce qu'on lui demandait sans poser de questions.
Donc, il y a tout un travail en fait qui nous invite à être humble et que ben, avant d'être humble, ça demande du temps. Voilà. Alors, tu as mis une question, j'arrive pas à voir le début, je sais plus comment on remonte dans le chat, je vois pas mon petit fil pour remonter. Je crois que c'est Cyril. Peux-tu dire que tu es chaman ou apprenti chaman? Alors, je dis que je suis en chemin, moi, je ne suis pas chamane. Et même si un jour Batou me dit, Batou peut-être un autre chaman, je ne sais pas si mon chemin sera amené à être tout le temps avec Batou, ça je verrai, et puis lui aussi verra. Mais je suis sur le chemin, voilà, depuis longtemps. J'ai compris aussi que tout le parcours que j'ai fait sur moi, j'ai fait un long parcours de psychothérapie, de psychanalyse. Puis pour être psychothérapeute, il faut travailler sur soi, ça a participé aussi à ça. Mais je suis en chemin. Et puis, chez nous, les chamans, je ne sais pas si ça a forcément du sens de se revendiquer chaman dans notre culture aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, je ne me sens pas le droit de dire que je suis chamane. Puis, j'ai pas été. Tout m'a pas dit que j'étais chamane. Voilà. J'ai compris que j'avais des capacités. Voilà, je suis en chemin. Est-ce que je suis prête à risquer ma vie, comme tu l'expliquais tout à l'heure? Bah, déjà, je prête serment depuis le mois de juin. Je fais un rituel quotidien à la demande de Batou. Donc, tous les jours, voilà, je fais mon serment. Et donc, j'écris un serment. Donc, évidemment, il m'a demandé d'écrire un serment. Donc, on fait notre serment sur notre vie. Donc, il m'a demandé de mettre des choses que je savais que j'étais en capacité de respecter. On commence par étapes. Voilà. Donc, j'ai mis des choses que je faisais déjà dans le cadre de mon travail et des choses qui pour moi étaient importantes. Donc, j'ai parlé de mon souhait de devenir humble parce que je sais que pour moi, c'est encore compliqué. Donc, ça, je l'ai mis et je suis prête à mourir si je n'arrive pas à devenir humble. Voilà. Et oui, parce que pour moi, c'est important et que en étant sur ce chemin-là, je ne me sens pas d'y aller à la légère. Donc, je me dis que si j'y vais en m'engageant complètement ou alors j'y vais pas. Donc, oui, je m'engage sur ma vie et que j'ai pris déjà des engagements un un peu gros déjà, donc je ne peux plus faire marche arrière maintenant. Alors, il y avait une question après, mais je ne la vois plus, ça va trop vite dans le chat. Alors, qu'est-ce que les chamans pensent des personnes connectées au guide? Ben, ça dépend. Voilà. Il y a des bons guides et puis il y a des guides qui sont passés pour des bons guides et qui ne le sont pas. Donc, ils expliquent que parfois, en fait, on va savoir qu'on a un bon guide parce que notre énergie, elle va augmenter par palier, en fait. Ça va augmenter progressivement et que surtout, on garde notre libre arbitre tout le long. Que ça ne vient pas nous polluer à des moments où on ne l'a pas demandé. Il y a un respect qui est là aussi. Donc, ça se fait par étapes. Et que les gens qui sont pollués, souvent, ils vont avoir un pic d'énergie, ça va monter, ils vont avoir plein de compréhension, plein de choses. Et puis, poum, derrière, ça retombe parce que ben, ils sont pollués par une entité qui ont besoin qu'ils soient dans une énergie plus basse pour les manger. Donc, poum, ils retombent en énergie. Et puis, hop, l'entité leur redonne un peu d'informations, mais ce sera jamais aussi haut que le premier pic qu'ils ont connu. Et à chaque fois, ça va faire des mouvements comme ça jusqu'à ce que leur énergie baisse. Et puis, ça va aussi vampiriser les autres personnes. Eux, ils disent qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont amenées à être chamanes, à être thérapeutes, à guider les gens aujourd'hui parce que face à cet avènement de la nouvelle ère, il y a besoin de thérapeutes, de personnes qui soient capables de soigner. Mais il faut que ce soit des gens qui soient stables, stables dans leur énergie, stables dans leur corps physique, dans leur corps émotionnel. Ça, pour eux, c'est primordial. Et que, effectivement, comme il y a cette tendance à aller là-dedans, c'est aussi du pain béni pour les entités qui vont utiliser l'ego des gens, du coup, pour leur faire croire qu'ils sont guidés. Et ça, on le voit aussi, c'est des gens qui sont beaucoup dans l'ego, qui vont avoir l'impression d'avoir beaucoup de pouvoir, qui vont utiliser, qui vont chercher à briller, ou, enfin, on le voit, puis bah, quand on va dans les salons, dans les choses comme ça, on le sent bien qu'il y a des choses qui bouffent, puis des choses où au contraire, c'est plutôt porteur. Donc, voilà, il y a à boire et à manger là-dedans, ça fait partie du jeu, je dirais. Et qu'en même temps, même ceux qui se font prendre qui se font vampiriser, ben, ça fait aussi partie de leur chemin de vie et qu'ils ont des choses à apprendre à travers ça quand même. Ils sont pas dans du fatalisme, les chamans. Voilà, c'est qu'il y a, si tu es là-dedans, c'est qu'il y a une partie de toi qui était OK de toute façon et que tu fais tes choix et que bah, c'est pas parce que tu es parasité par quelqu'un qu'il faut que tu y restes et qu'à un moment donné, tu as le droit
de te réveiller et de sortir de ça. Et que si tu y restes, c'est que finalement, tu trouves ton compte, hein. Ils sont dans un truc assez, des fois, assez pragmatique, même s'ils peuvent trouver ça triste à des moments. Donc, existe-t-il un cadre d'initiation? Alors, il existe des cadres d'initiation, il n'y en a pas qu'un, comme il existe des chamanismes, hein. Il y a, ne serait-ce qu'en Mongolie, il y a je ne sais pas combien de peuples, donc voilà, il y a autant de cadres qu'il y a de peuples. À partir du moment où il y a un cadre et que le cadre il est sécurisant, qu'il est bien appuyé, que la personne qui amène le cadre, vous sentez qu'elle est posée, qu'elle est ancrée, qu'elle est au clair avec ce qu'elle dit, en général, voilà, et que les, que l'ego est pas trop mis en avant, qu'il y a de l'humilité. Voilà. Je pense que chez la plupart des chamans, il y a de l'ego de toute façon, parce que pour aller là-dedans, il faut avoir de l'ego, mais ils mettent leur ego au service de quelque chose de plus grand. Donc, euh, pour ceux qui font de l'hypnose, des fois en hypnose, on dit qu'il faut se mettre en position haute et des fois en position basse. Ben, le chaman, il va être dans cette capacité à faire les deux. Parfois, ben, face aux entités, il faut surtout les mauvaises, il faut qu'ils se mettent en position haute. Voilà. Et en même temps, il se met en position basse face au monde de l'esprit. Et parfois, il doit se mettre en position haute face aux gens qui l'accompagnent pour qu'ils respectent le cadre. Et en même temps, il va se mettre en position basse parce que, bah, au début, il part de quelque chose qu'il ne sait pas, il ne sait rien, et il va aller chercher une information. Ouais. Est-ce que vous vous initiez au chamanisme pour éventuellement le prendre en compte comme complément de vos séances de psychothérapie? Alors, attends. Est-ce que vous initiez au chamanisme pour éventuellement le prendre en compte comme complément dans vos séances de psychothérapie ou est-ce plus sur un plan personnel? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre ta question, Delphine. Est-ce que tu veux dire est-ce que ce que je fais dans le chamanisme, je l'utilise dans mon cadre thérapeutique ou est-ce que je l'utilise juste à un plan personnel? Je crois que c'est ça. Moi, je pars du principe et je pense que c'est aussi la philosophie du chamanisme, c'est qu'à partir du moment où on est dans le chamanisme, c'est plus pour un plan personnel. Voilà. On ne peut pas le vivre juste pour soi. Ou si on fait juste pour soi, il y a un problème. Et du coup, on n'est pas dans. Là, on est dans du mauvais néo-chamanisme, on n'est pas dans du chamanisme. Voilà. Donc, à partir du moment où on s'engage sur le chemin chamanique, évidemment, hein, c'est dans un désir d'évoluer personnellement, mais c'est que pour que ça profite à plus grand que nous, autour de nous, en fait. On se met au service de quelque chose de plus grand. Voilà. Et même quand on va faire des initiations pour son bien-être, on sent bien que derrière, bah, forcément, si je vais mieux, si je retrouve un meilleur sens à ma vie, ça va avoir des effets autour de moi qui vont être constructifs aussi. Donc, ça va aider à construire quelque chose de meilleur autour de nous. Mais comme quelqu'un qui fait une psychothérapie, c'est pour lui, mais ça va changer des choses dans son système familial de toute façon et même dans les systèmes dans lesquels il évolue. Donc, ça aura des répercussions de partout. Euh, Voilà, donc moi, forcément, ça fait partie de qui je suis. Donc, dans mon cadre thérapeutique, c'est là. Et que, en fait, c'est mon cadre thérapeutique parce que souvent, on me disait que c'était chamanique, mon truc, que je suis allée vers le chamanisme pour comprendre un peu mieux, même si ça m'attirait et ça me repoussait en même temps depuis des années. Voilà, il y a des informations qui revenaient régulièrement dans les séances de thérapie. Donc, voilà, ça m'a poussée à me dire, OK, je vais vraiment y aller. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le chamanisme. Et au début, j'allais plus pour découvrir, et puis finalement, ça m'a poussé sans arrêt dans le dos. Et oui, je propose des formations donc, qui sont basées, il y a un chemin, je vais mettre le lien vers le site. Hop. Voilà, ça, vous pouvez trouver les informations sur le site racineetconscience.fr, donc avec le S à Racine. Et donc, j'ai créé un parcours un chemin en fait, d'initiation. Voilà, qui permet d'avancer étape par étape. Et à chaque étape, avec James, on transmet des enseignements qu'on a reçus, des chamans avec lesquels on s'est initié, et puis de ce qu'on a appris dans le corps chamanisme. Je transmets aussi, moi, l'expérience que j'ai aussi en tant que psychothérapeute. Et en fait, chaque étape permet d'aller un peu plus loin dans l'approfondissement de la connaissance de soi, de la connaissance du monde invisible, en tout cas dans ce que nous, on en connaît, on transmet que ce qu'on connaît, évidemment. Et chaque étape permet vraiment un travail profond sur soi. Et c'est pas parce que je l'ai créé, mais je trouve que c'est un beau parcours et j'en suis fière. Et bon, on voit les retours des gens aussi qui suivent le parcours qui sont vraiment, on les voit bouger, on les voit évoluer d'une belle manière au fur et à mesure, ce qui nous fait dire qu'on est vraiment sur la bonne voie aussi et qu'on a raison d'accompagner de cette façon-là. Et là, je suis en train
de travailler à, alors, je ne sais pas si on peut dire formation, mais un- parce que ça fait très, très formation professionnelle, mais en tout cas, à préparer les gens à travailler comme des chamans, pas à devenir chaman, mais à travailler comme des chamans, à avoir cette conscience-là et cette responsabilité, comme les chamans l'apprennent. Voilà, pour les gens qui veulent faire des soins, qui veulent accompagner, voilà, de pouvoir faire des soins d'orientation chamanique, mais vraiment avec cette conscience-là, parce qu'aujourd'hui, je l'observe tellement qu'il y a des choses pas du tout cadrées, très mal accompagnées. Il y a tellement à boire et à manger que je mets un point d'honneur, moi, à ce que, bon, déjà dans mon métier de psychothérapeute, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Et là aussi, que les choses soient vraiment euh, bien cadrées et bien faites et que les gens qui décident d'aller dans l'accompagnement le fassent pour les bonnes raisons et soient aussi eux-mêmes le plus stable en fait dans leurs différents corps, physique, émotionnel, mental. Voilà, pour moi, ça c'est important. Et donc, je suis en train de préparer euh, une formation sur 3 ans pour apprendre aux gens en fait à cheminer là-dedans et à devenir je le souhaite en tout cas parce que ça m'appartient pas non plus, ça appartient aux gens, mais moi je vais tâcher de les encourager à aller sur ce chemin-là, mais d'être sur un chemin qui est conscient et carré, qui tienne la route. Euh, Merci Laurine pour ton petit message. Euh, alors oui Cyril, je t'enverrai, tu pourras m'envoyer ton mail aussi. Je ne sais pas si tu as noté l'adresse. En tout cas, sinon c'est sur le site Racine et Conscience. Je ne sais pas si tu es le Cyril auquel je pense. Alors, et du coup, l'hypnose est au fond une des transes d'origine chamanique ou pas du tout? Alors, il n'y a pas forcément chez la transe chamanique, elle est un peu différente de la transe hypnotique. Cela dit, aujourd'hui, il y a des chamans qui des fois parlent un petit peu d'hypnose, donc ils sont conscients que ça peut avoir des effets un peu comme l'hypnose. Mais c'est quand même pas les mêmes. Dans la transe hypnotique, oui, c'est ça, c'est toi, Cyril. Ok. Dans la transe hypnotique, chamanique, il y a vraiment ces parties du cerveau, comme je disais tout à l'heure, qui sont mises en mouvement et qui ne le sont pas dans les autres états de transe, que ce soit hypnotique, méditatif, danse trance, etc. Voilà. Donc, il y a d'autres choses qui sont mises en exergue. Cela dit, à travers des expériences d'hypnose, je pense notamment à l'hypnose ericksonienne parce elle a un cadre qui est beau et qui est sécurisant. On peut faire des expériences proches du chamanisme aussi. Voilà. Donc, bah, écoute Cyril, sinon tu m'envoies ton adresse tu peux me l'envoyer sur, comment ça s'appelle, sur Messenger si tu veux, comme ça je pourrais t'envoyer le lien. Dans l'initiation chamanisme que vous proposez, est-ce qu'il faut suivre toutes les étapes dans l'ordre? Alors, les étapes, oui, elles ont été créées dans un ordre parce que chaque étape va permettre de préparer la suivante et il y a de nouveaux enseignements qui sont donnés à chaque étape qui vont être utilisés dans la suivante. Donc, c'est important de les suivre dans l'ordre. Après, on peut faire une seule, on peut faire la première initiation, s'arrêter là. On peut mettre le temps qu'on veut pour aller à la deuxième. Enfin, il y a évidemment ce qu'on propose, il y a un parcours qui se fait sur un an, mais les gens, en fait, ils suivent à leur rythme. Ils vont vraiment au rythme qui est juste pour eux. Le but du chamanisme, c'est d'être autonome et responsable. Donc, nous, on ne force rien, on laisse les gens avancer à leur juste envie, leur juste mesure. La prochaine étape 1, c'est le week-end dans 10 jours, là, du 6 au 8. C'est à côté d'Angers que ça a lieu. Et ben, il reste encore 2 places éventuellement. Donc, si tu es disponible, tu peux venir te joindre à nous. Ça commence le vendredi à 19 heures et ça finit le dimanche à 18 heures. Et donc, tu peux écrire à l'adresse Racine et Conscience et je peux t'envoyer la fiche d'inscription. Et la prochaine, alors en 2025, je n'ai pas encore mis les dates. Je suis en train de regarder ça pour mettre les dates pour la prochaine étape 1. Voilà, qui elle se fera. Maintenant, on a décidé de les faire en plus petits groupes chez nous. Donc, c'est des groupes chez nous qui sont de 5-6 personnes. Voilà.
Euh, voilà, mais ouais, ça se suit dans l'ordre pour pouvoir. En fait, il y a besoin aussi d'intégrer. Il y a beaucoup d'informations qui sont données, donc il faut le temps d'intégrer, digérer. Chaque étape fait quand même pas mal travailler, donc il faut, faut y aller par étapes. Voilà. Et il y a des étapes, on a des étapes fondamentales dans ce chemin-là qui sont la 3, la 5 et la 6, qui demandent du temps d'intégration. Derrière, il y a des pratiques quotidiennes qu'on conseille de faire pour bien intégrer les changements qui s'opèrent et qui vont parfois travailler jusque dans la structure osseuse. Donc, ça travaille vraiment en profondeur. Alors, non pas qu'on va se retrouver avec des os différents, mais on sent que, notamment quand on travaille sur les schémas karmiques, transgénérationnels, etc., que ça va chercher loin à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, il faut du temps après pour intégrer. Voilà. Alors, d'autres questions ou c'est bon pour ce soir? Parce que je vois qu'il est bientôt 11 heures. Il y en a peut-être qui ont envie d'aller se coucher maintenant. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je suis passionnée, mais il y en a qui ont peut-être envie d'aller dormir maintenant. Ça vous va comme ça? Vous pouvez mettre des petits pouces